Bonjour et merci d'avoir lancé cet épisode. J'ai la chance de recevoir cette semaine Rosa Bernstein pour ce 85e épisode du podcast. Donc merci encore à elle pour son temps et ses réponses. On a enregistré lors de son passage au festival Namur is a Joke. Et comme d'habitude, j'ai failli mettre mon invité en retard. Donc si t'as l'impression qu'à la fin de l'épisode, on presse un peu le pas, c'est parce que c'est clairement le cas. Avant de te laisser avec l'épisode, je ne peux bien sûr que te conseiller d'aller voir Rosa en spectacle. Tous les liens sont en description de l'épisode. Si tu as envie de voir ce que moi je fais sur scène, tu peux également aller me suivre sur Instagram, Régis Canon humoriste. J'y mets les prochains plateaux sur lesquels je joue. J'anime une soirée tous les mardis à 20h au Réservoir Bar à Bruxelles, jusque fin juin. Et je joue également un 30-30, c'est-à-dire 30 minutes de blague avec un autre humoriste qui s'appelle N'attendra pas. Ça se passe à Charleroi ce samedi 18 mai. Et puis pour que le podcast continue de se développer, tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, partager l'épisode sur tes réseaux sociaux ou encore commenter sur YouTube. Tout ça aide vraiment beaucoup à ce que le podcast soit découvert par plus de monde. Je te laisse maintenant profiter de l'épisode, j'espère qu'il va te plaire autant qu'à moi. Bon épisode et passe une bonne journée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une collègue de rire bien identifiable, une humoriste, une comédienne, une podcasteuse, une chroniqueuse, j'en passe. Je reçois Rosa Bernstein. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va super, merci beaucoup de participer à mon podcast. Ravi de te revoir, parce qu'on s'était vu le 2 février pour une de tes dernières dates de ton spectacle Rosa à Lille. On aura l'occasion de reparler du spectacle. Et quand je suis venu te voir à la fin du show, pour te proposer d'être mon invité, t'as été flatté que je t'invite dans mon podcast. Et moi, c'est la première fois que quelqu'un est flatté parce que je l'invite dans le podcast. Donc ça m'a surpris beaucoup. T'as vraiment été enthousiaste à l'idée de faire le podcast parce que tu es une auditrice du podcast. Tout à fait. Ça me flatte encore beaucoup. Merci. Et là, Régis, je pleure pas, c'est juste comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'ai les yeux qui pleurent, mais je suis contente d'attendre ton podcast, mais pas au point d'en pleurer. C'est des larmes de fatigue qui coulent un peu, désolée. Ok. Ça, je sais que ton niveau de content, c'est pas à ce point-là quand même. Ça marche. Mais donc, t'es toi-même podcasteuse avec ton podcast Les mecs que je veux ken. T'as été invité dans plein de podcasts prestigieux comme le Floodcast, comme Un bon moment, Dinguery Room. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans le podcast en général ? Moi, j'étais fan de podcasts américains, en fait. À la base, j'ai beaucoup écouté au début le podcast de Pete Holmes, This Might Be Weird, et aussi celui de Dax Shepard, The Armchair Expert. Et je crois que ce qui me plaisait, c'était l'authenticité, quoi. En fait, le côté journal intime d'humoriste ou d'artiste qui se dévoile, en fait. Je crois que les petits formats courts, réseaux sociaux, un peu best life, de bandes qui rigolent ensemble. Enfin, tu sais, tous ces trucs que j'ai fait récemment, la boîte à questions, tu sais, le canal, ces trucs très sympas comme ça, mais très courts. Au final, je sais pas du tout les médias qui me font sentir bien ou qui m'intéressent. J'ai besoin du temps, de la longueur et de la confidence et de vulnérabilité. Et j'aime bien aussi dans les podcasts quand les gens avouent ce qui va pas. Voilà. Okay. Tout ce qui est trop promotionnel, parfois, m'ennuie. Ok, je comprends. Mais ça se ressent aussi dans ton spectacle parce que c'est exactement ça. Mais donc, dans ton podcast à toi, tu en es à l'épisode 192, 192 des mecs que je veux ken. Est-ce que tu peux décrire un peu le podcast pour ceux qui le connaissent pas encore ? Les mecs que je veux ken, c'est un podcast dans lequel j'invite des mecs que je veux ken et aussi des meufs et des membres de ma famille. Voilà, ça c'est une blague que je dis sur scène. On se régale. C'est un podcast qui a beaucoup évolué. Oui. Au début, voilà, j'invitais que des hommes, puis en effet, ensuite j'ai reçu des femmes. Au début, j'invitais que des humoristes et ensuite j'ai diversifié. J'ai reçu des artistes, des acteurs, John Malkovich, des réalisateurs, Rebecca Zlotowski, des écrivaines, des militantes féministes, Victoire Toyon. Donc voilà, à un moment, je me suis mise beaucoup à mélanger des paroles d'activistes et d'humoristes et jusqu'à ce que le podcast devienne assez hybride et étonnant et que l'audience grandisse et se mélange entre les fans d'humour et les fans de féminisme. Je sais pas si c'est pas, j'ai pas non plus une démarche militante, mais je vais vers les gens que j'admire. Ben, on a ça en commun. On invite des gens avec qui on a envie d'échanger et qu'on a envie d'entendre. Ça, c'est trop bien. Et est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ce podcast ? Est-ce que tu penses que tu vas faire 300, 500 épisodes ? Ouais, j'aimerais. J'y prends énormément de plaisir et je suis très admirative des aventures comme le Floodcast, le fait qu'il continue envers et contre tout. J'adore aussi que Marc Maron, je sais pas combienième il est, mais que c'est toute sa vie à travers un podcast, que ce soit à travers des expériences du deuil, des confinements, et ensuite la façon dont il a de l'évolution
l'évolution de ses amitiés à travers le podcast, quand il invite enfin Seinfeld qui ne voulait pas venir avant, mais qui vient parce que sa femme est morte et qui, il finit par céder et être là, mais ils passent leur temps à s'engueuler. Voilà, je trouve que les aventures d'une vie racontées via le podcast, c'est assez fascinant. Et moi, j'aime bien aussi que le podcast, comme un journal intime, permettre aux auditeurs qui se sont un peu attachés à ma parole, de suivre mon évolution. Donc de la quête amoureuse à la congélation d'ovocytes, à l'envie de maternité, à la découverte du couple, à l'expérience de l'amour trouvé. Voilà, il y a quelque chose qui est très... c'est ma vie et je me dis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Enfin, tant qu'il y aura toujours des gens pour m'écouter, en tout cas, moi, je continuerai. Ok, trop bien. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour t'écouter. En tout cas, moi, j'écouterai, ça c'est sûr, parce que j'ai écouté aussi beaucoup d'épisodes. On s'est beaucoup écouté l'un l'autre avant de se parler. Ça, c'est marrant. Et ton podcast a sorti le premier épisode le 7 août 2019. Tu as dépassé le 1 million d'écoutes. C'est incroyable. T'as invité plein de gens, t'as invité des gens que j'ai reçus aussi, comme Baptiste Le Caplin, Florent Lawson, Paul Taylor, Yacine Bellous, d'autres que j'ai pas encore réussi à avoir, donc je suis un petit peu jaloux. Comme David Castello-Lopez, Pierre Thévenoud, Jérémy Ferrari, Morgane Cadignan, Marina Rollman. C'est qui, toi, l'invité que tu rêves encore d'avoir et que t'as pas encore eu? Un Belge, figure-toi, Guillermo Guise. Guillermo Guise, bonne chance. Ouais, j'essaie aussi depuis longtemps. Oui, je vois. Et un autre que toi aussi, je te vois essayer publiquement, c'est Roman Fressinet, mais c'est très très compliqué. Très compliqué, ça va. C'est pas que moi. Ils veulent être rares et ils ont raison, ça, parce que ça marche. C'est une politique majeure d'anti-promo qu'ils ont, mais pour nous, c'est cruel. Et il y a aussi Haroun. Pendant un moment, j'insistais, et Haroun, il est très pudique en fait. Oui. Il veut donc non, Haroun, j'y suis pas arrivée. Mais non, il y en a quelques-uns derrière lesquels je cours. Mais là, ça va te donner des idées si je te donne de nouveau. Non, tu vas me les piquer avant. Mais j'ai écrit à Walidia, j'aimerais bien le recevoir aussi, ouais. Je lui ai écrit aussi. Ouais. Mais Haroun, j'ai réussi à l'avoir parce que mon podcast parle très 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 peu de choses personnelles et d'intimes. Ouais. Donc c'est plus facile pour l'avoir parce qu'on parle de son travail et on parle de ce qu'il veut exprimer par son travail. Et donc c'était plus facile. J'ai dû le convaincre. Ouais, mais bravo. Non, après, évidemment, le rêve absolu, c'est évidemment Blanche Gardin et Florence Foresti aussi. Okay, voilà, ça serait évidemment des queens de l'humour. Blanche Gardin, j'avais essayé via sa productrice. J'avais écrit un mot que j'avais envoyé à sa productrice pour elle. Et elle, m'avait dit que c'était très touchant, mais qu'elle faisait plus de podcasts, de prise de parole publique. Mais j'avais tenté quand même le coup. Et Florence Foresti, j'ai pas encore officiellement fait passer un mot. Okay. J'avoue que j'ai... Je vais le faire là. Je rêverais de recevoir Florence Foresti dans le podcast. Ouais. C'est dit. Moi, je rêve de recevoir Roman Fressinet. Ouais. J'ai demandé à tous mes auditeurs de lui envoyer un message. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Pour le moment, ça n'a pas marché, donc continuez à le faire. Mais un jour, peut-être. Et au moment où on enregistre, on est à Namur pour le festival Namur is a Joke, où tu viens jouer ton nouveau spectacle en rodage. Tu m'as gentiment envoyé un lien pour que je puisse voir le spectacle. Donc, merci beaucoup. Je me sens vraiment privilégié. Je me dis, j'ai bien fait de sortir un podcast parce que je suis trop fan d'humour, donc avoir l'exclusivité, c'est trop bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi parle ce nouveau spectacle que toi, tu as commencé à roder au Cartel Comedy Club le 7 mars dernier et qu'est-ce qui va changer par rapport au dernier spectacle? En fait, donc c'est toujours le centre, l'intime, le parcours amoureux en un. Disons que dans le précédent spectacle, c'était beaucoup la loose de célibataires et qui cessait aux applications de rencontres. Dans le nouveau spectacle, c'est comment on sort de ce monde-là et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de trouver quelqu'un dans la vie. Ensuite, dans le précédent spectacle, il y avait toute une partie, toute la fin, une grande partie sur mes parents, en fait, sur mon éducation, le milieu d'où je viens. J'essaie de creuser, et je pense que je vais encore le creuser par rapport à la version que tu as reçue dans le nouveau spectacle, la question des origines et en fait des ancêtres, de mes grands-parents et arrière-grands-parents, de la complexité du milieu d'où je viens et tous les rencontres inattendues de la vie, la question aussi du parcours amoureux de mes grands-mères et arrière-grand-mères, parce qu'à un moment je me disais mais est-ce que je suis maudite en amour, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est génétique, c'est là d'où m'est venue l'envie de parler des histoires d'amour ancestrales, et puis ensuite dans le nouveau spectacle vient la question à un moment du couple et pour arriver jusqu'à la possibilité d'un amour trouvé.
Et de la difficulté que ça représente, Okay, en oui, fait, aussi. de sortir du célibat et comment, quand on est dedans le célibat, on peut se plaindre et peut-être avoir envie, voilà, d'être à deux, d'être dans une relation, et comment quand on se retrouve dans une relation, on se rend compte que c'est très compliqué aussi pour faire de la place, ne serait-ce que pour partager un lit et dormir avec l'autre et partager un quotidien et bousculer, voilà, toutes ces habitudes. Et comment moi, après toutes ces années, aussi peut-être à me taper des mecs toxiques, je suis devenue une meuf toxique. Il y a quelque chose aussi voilà, de qu'est-ce qu'on reproduit par mimétisme, et voilà, et dans le couple, en fait, je veux vraiment aussi beaucoup aborder le sujet de ma propre déconstruction. Voilà. Après avoir beaucoup tapé sur les mecs aussi en disant qu'ils étaient nuls, et là, je sais pas, au niveau et pas à la hauteur, en me demandant, ok, mais le jour où en fait j'en trouve un, je suis amoureuse et il est cool, en fait, qu'est-ce que moi j'ai intégré en fait du patriarcat et qu'est-ce que en fait j'attendais ou que j'avais comme image de la virilité qui en fait était archaïque aussi, quoi. Ouais, ça c'est une partie que j'ai beaucoup aimée, même si je trouve que c'est compliqué de l'aborder, parce que tu te mets dans une position où tu te dis, bah, je vais peut-être perdre l'empathie du public, parce que je ne mets pas le bon côté de moi, comme on fait beaucoup sur scène, on montre les meilleurs côtés de soi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que tu as fait aussi dans l'autre spectacle. Tu parles de loose, tu parles de moments difficiles, tu parles de moments où c'est pas toi qui es la bonne personne dans l'histoire, on va dire. Et ça, je trouve ça super chouette. Et il y avait aussi un truc que tu fais beaucoup, et aussi dans l'autre spectacle, je trouve que tu continues, tu vas même plus dans l'intime, et un peu plus simple dans le nouveau. Je trouve que c'est un peu moins de fioritures, plus directement toi. Donc très personnel. Moi, j'adore ça dans le stand-up. Et c'est que tu dis beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et ça, moi, j'aime bien. Que tu dis des trucs que c'est pas bien de dire ça. Oui. Et tu expliques, c'est nuancé, c'est intéressant, et on t'écoute attentivement, j'aime beaucoup. Ah bah ça me fait trop plaisir comme retour. Ouais, je pense que dans le spectacle précédent, je venais du théâtre, tu vois, et donc il y avait encore des choses où peut-être que c'était moins attentif à l'écriture, mais s'il y a pas de blague au bout, bah je vais faire un act out et je vais jouer, ça va être énorme, et c'est là-dessus que j'aurai les rires. Là, j'essaie quand même toujours qu'il y ait une punch, en fait, quitte à ce que ce soit accompagné de jeux, mais qu'en fait, voilà, que tout soit soutenu par l'écriture, et d'où la forme plus simple, parce qu'en fait il n'y a pas besoin de sauter partout, en fait, si t'es sûr du texte. Donc c'est vrai que là j'essaye encore et encore de soigner ça. Et oui, je pense que c'est montrer les parties obscures. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en tant que spectatrice j'aime. Je déteste les postures morales, les postures de sauveurs ou de sauveuses, de gens qui donnent des leçons ou qui demandent à être applaudis. Au contraire, je pense que c'est vraiment bien de dire, écoutez, voilà ce que je fais et qui est problématique, que vous allez juger, mais et en fait au final tous on a cette partie-là, et c'est ce qui, je pense, qui permet de faire une catharsis et de se décomplexer, et donc je suis contente que cette partie-là tu accroches, parce que c'est toujours un petit trouble avec le public. Parfois je pense qu'avec l'autodérision on se tape dessus pour être sympathique envers les gens, dire regardez, je suis ci, je suis ça. Je joue beaucoup moins là-dessus dans le nouveau spectacle, je suis beaucoup moins en autodestruction avec moi-même, c'est-à-dire que si je me critique, c'est plus dans ma manière de penser ou dans ma manière d'avoir des préjugés ou de juger l'autre. Mais dans le précédent spectacle, j'avais un peu ce truc de fin de la vingtaine où je me dis, je suis complexée par mon corps, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, et je suis pas belle, et mes seins ils sont comme ci, ils sont comme ça, pour faire rire. Mais donc voilà, pour faire rire dans un truc d'autodérision, je pense qu'on fait assez naturellement en commençant le stand-up, et qu'à un moment tu lâches pour être ou plus dans l'observation ou pour aller plus en profondeur vraiment sur son autocritique, quoi. Et comment se sont passées les premières? Parce que là, tu l'as déjà joué plusieurs fois. Ici, ce soir, tu le joues. Tu me disais tout à l'heure, je connais pas encore bien la fin, de la nervosité pour le nouveau spectacle que tu ne maîtrises pas encore tout à fait. Comment ça se passe le début de ce nouveau spectacle? Parce que tu as enchaîné directement avec un nouveau spectacle aussi. Ouais. Écoute, c'est assez fébrile, parce que même là, dans le train, j'ai changé des blocs à la fin. donc en fait, là, depuis le début, ce soir, ça va être la 12e ou 13e fois, mais en tout, de l'histoire de ce spectacle, vraiment. Donc, mais à chaque fois, c'est un spectacle différent. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas la partie, par exemple, sur ma sœur. J'ai vraiment beaucoup... Que j'ai beaucoup aimé la partie sur la sœur. Ah, merci. Ouais, ça mériterait encore d'être développé. Parfois, ce spectacle, comme je commence à bien l'aimer, je me dis, mais attends, je vais tirer tel fil et tel fil et tel fil. Mais en fait, je me dis, mais en fait, il y a 2 spectacles peut-être dans ce spectacle. Parfois, je me demande encore si je vais pas, en fait, couper ce spectacle, filmer une partie sur la fin de l'errance amoureuse, et en créer un nouveau à partir totalement des questions de famille et du couple. Donc tu le vois, c'est encore très tremblant dans ma tête, en pensée, dans les choses que je veux améliorer, et même si j'en suis contente
par rapport au précédent. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Donc oui, je suis stressée pour ce soir. J'espère que... Je crois que c'est une grosse salle, la Nef, quand même, non ? Comme je t'ai dit, moi, je suis jamais allé dans cette salle-là. Mais... Il me semble que c'est une 300, genre. Donc pour du rodage, tu vois, c'est quand même une grosse salle. Donc non, écoute, j'espère que le public se dira voilà, peut-être qu'ils apprécieront. Jusqu'à présent, en fait, ça se passe bien. Les publics sont contents de voir un objet en création, mais c'est aussi parce que cela dit, à Toulouse, c'était une 300, mais à vrai dire, j'étais avec le texte, un pupitre, et parfois je revenais dessus, et ils étaient plutôt contents. J'ai l'impression quand même la culture stand-up est en train de s'immiscer et que on n'attend plus une forme théâtrale avec un quatrième mur et totalement que c'est accepté, voilà, que c'est un nouveau spectacle. Sans création, quoi. J'espère que je vais pas recevoir des tomates. Je pense pas. Je te dirais. Public belge assez sympa, réputé sympa. Oui. Je pense pas que tu vas avoir de problème. Moi, tu m'as envoyé une version aussi qui est avec pupitre. On voit que c'est en rodage. Il y a encore des choses qui sont à retravailler. Tu le dis toi-même. Mais moi, je trouve ça chouette de voir de l'évolution. Je serais très curieux de le revoir en fin de tournée, comme j'ai vu le dernier spectacle. Ce serait super intéressant. Mais après, moi, je suis trop fan de stand-up. Je pourrais le voir à chaque étape. Ça m'éclaterait de voir l'évolution du spectacle. Donc voilà, pourquoi pas. C'est génial que tu sois fan de stand-up. Pour moi, ça fait partie un peu... J'ai l'impression du métier d'humoriste d'être fan de stand-up. J'ai du mal à comprendre parfois les humoristes qui sont pas fans de stand-up. Je me dis, mais ça veut dire que t'es fan juste de toi-même alors, si t'es pas fan de stand-up. Mais j'en ai reçu qui sont pas fans de stand-up et c'est vrai que ça me perturbe, mais parce que je suis tellement fan de ça que déjà j'ai du mal à comprendre qu'on puisse pas l'être, mais ça c'est juste être plus ouvert aux gens. Mais il y a des humoristes, oui, qui ne consomment pas d'humour, que c'est pas leur trip, qu'ils vont faire des scènes, et ils sont contents de parler avec les humoristes et de voir les passages, mais ils écoutent pas spécialement les autres passages. Moi, une des raisons de faire du stand-up, c'est de pouvoir regarder tous les autres en faire et voir les trucs qui évoluent, voir les nouvelles idées. Après, moi, je suis un peu superstitieuse dans le fait d'écouter les autres. Okay. C'est que j'écoute pas mal de specials d'humoristes américains ou anglo-saxons. Parfois, quand j'entends des humoristes proches, s'ils ont une bonne idée ou que c'est trop dans l'air du temps ou proche de moi, ça me fait flipper. Okay. Parce que je me dis, oula, je veux pas surtout être inspirée malgré moi. Tu vois, là, par exemple, je m'interdis d'aller voir le rodage du nouveau spectacle de Laura Domanche, alors qu'elle parle de sa grossesse, de sa maternité. Donc, a priori, il n'y a pas des thèmes que j'aborderai encore. Mais dans le doute, je veux pas que ça puisse rentrer dans une case de mon cerveau et que malgré moi, je sois influencée par une blague. Et j'ai l'impression que la barrière culturelle avec du stand-up que tu vois sur Netflix fait qu'on se pose moins cette question. Donc, parfois, j'avoue, je suis un tout petit peu plus craintive. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas aborder de trucs actuels et de parler quasiment exclusivement de moi, donc j'ai pas trop ce truc de me dire s'il parle de moi, c'est bizarre. C'est bien, t'as de la chance. C'est de la chance, ça limite aussi ce que j'ai à raconter. Hein. mais voilà, on va aborder la suite parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Tu as fait beaucoup de choses, donc il faut que j'enchaîne. Le 6 mars dernier, c'était la sortie du film 14 jours pour aller mieux, avec notamment Maxime Gastol dans le rôle principal, dans lequel tu joues toi le rôle de Stéphanie. De quoi parle ce film et est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience parce que tu as été dans un lieu pendant un mois, j'ai pas tout. À Angoulême en mars dernier, on a tourné un mois. Oui, c'est un film qui est à l'affiche, qui marche bien, qui rencontre pas mal le public. 14 jours pour aller mieux d'Édouard Pluvieux avec Maxime Gasteuil. Figure-toi que j'ai même pas eu à passer de casting. En fait, ils ont proposé le scénario. En fait, l'un des producteurs du film, Maxime Delaunay, connaissait aussi mon agente ciné, Ariel Leva. Et puis ensuite, ils sont tous venus me voir au théâtre. Et j'ai dit oui. C'était très agréable et très confortable que ça se passe de cette façon, sans même avoir à passer d'audition. C'est même parfois un peu la clé pour moi. J'ai l'impression que quand je passe un casting et que on a une attente d'un personnage ou du rôle, j'arrive et c'est toujours à côté. C'est jamais ça qu'on cherche. Mais si par contre ils aiment bien ce que je fais et se disent on le fera rentrer dans le personnage, là ça peut marcher, on peut faire des choses. Et on s'est régalé sur le tournage. Je suis devenue très amie avec certains des comédiens, Lionel Abelanski, Romain Lancry, Esteban. On s'est beaucoup marré. Tatiana Goussef, Clémence Bretéché. En fait, il y avait une super ambiance. C'était très collectif. C'était très doux. Et c'était assez zen. En fait, ça m'a un peu changé du stand-up peut-être. Je pense que dans le stand-up, il y a aussi une angoisse. On doit beaucoup produire, il faut se remettre en question. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu de ring, tu vois, de monter sur scène, de faire rire les gens. Le côté plateau, parfois,
de devoir savoir que tu vas peut-être moins faire rire qu'un autre ou qu'une autre, et ou parfois au contraire l'ego, quand tu es celui de la soirée ou celle qui rayonne, c'est des hauts et des bas. Parfois là, sur un tournage choral comme ça, il n'y avait pas du tout ce genre d'enjeu. Oui, c'est plus un objectif commun, que tout se passe bien, donc oui, c'est différent. C'était très différent, il n'y avait pas de... il y avait aucun ego de star, vraiment, on était tous... On papotait, on passait du temps ensemble, c'était la colonie, c'était très doux, tu vois, j'ai fêté mon anniversaire sur le tournage et l'un des comédiens, Esteban, m'avait mis une petite part de gâteau à minuit devant ma chambre. Enfin, en fait, on se quittait pas, même quand on arrêtait de tourner ou même quand on avait des jours off, on se retrouvait, au point que moi j'étais emmerdée, moi qui bosse tant et qui voulais profiter des pauses pour avancer dans mon podcast ou faire d'autres trucs, ils se disaient là, Rosa, et j'avais envie de les rejoindre et de chiller avec eux et de passer du bon temps. Donc là-dessus, c'était bien d'avoir une expérience sans la charge mentale de l'humoriste. Tu sais. Mais on peut également t'écouter en chronique sur France Inter, tous les mardis à 16h55, si je me rappelle bien. Tu avais déjà expliqué dans tes podcasts que toi, tu rêvais de faire France Inter, que c'était un objectif pour toi d'être en chronique. Et quand j'ai vu que tu faisais la chronique, étant donné que j'étais un auditeur de ton podcast, j'étais vraiment content pour toi. Je fais elle a eu sa chronique, trop bien, content pour elle. Ça m'a fait rire. Est-ce que c'est tout ce que tu espérais et est-ce que c'est dur de pondre une chronique chaque semaine? Oui. C'est vrai que je rêvais de pouvoir faire des chroniques sur France Inter. J'avais envie de faire ça et le fait est que j'y prends beaucoup de plaisir. Après, chaque semaine, c'est difficile. Les thèmes dans Zoom Zoom Zen sont difficiles, exigeants. En fait, c'est pas un billet d'humeur que tu fais sur ta semaine et sur le magnifique hôtel dans lequel tu as été à Namur. C'est vraiment des thèmes imposés. Là, par exemple, pour mardi prochain, c'est sur le long-termisme, en fait. Donc, et c'est un sujet assez pointu, en fait. C'est les millionnaires américains qui prévoient de vivre 150 ans ou en 2025 dans des bunkers. Enfin, tu vois, donc il faut... Et en fait, à chaque fois, pour pas trop dire de conneries, tu as beaucoup de travail de documentation. En fait, il faut lire les articles. Là, pour le coup, la plupart de la documentation n'est même pas en français. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as ingéré ça, faut trouver un angle humoristique et écrire un texte et être drôle, quoi. Déjà écrire une première version ou avec un angle et ensuite rajouter des punchs encore. Mais franchement, moi, ça me prend quasiment en tout 3 jours. Hein. Okay. 3 jours dans lesquels je fais d'autres choses. C'est pas 3 jours entiers, mais... Et comment ça se passe d'ailleurs? Concrètement, tu reçois ton thème, ouais. Et après, c'est quoi les étapes? Après, les étapes, lire toute la doc, réfléchir, poser des mots, écrire, me renseigner, voir des vidéos, faire des versions, retravailler, changer les blocs. En fait, vu que c'est le mardi, j'y passe en général mes week-ends un peu, quoi. Okay, ouais. J'y passe un peu mes week-ends et je pense qu'il y a des humoristes qui arrivent à être plus rapides que moi. Moi, peut-être que parfois, j'ai pas forcément tout de suite l'angle le plus léger. J'ai tellement ce côté bon élève que je veux être sûre de pas être hors sujet, de pas être dans un autre sujet que celui qui est demandé. Et donc, je me creuse la tête de fou. Et résultat, quand les gens sont contents ou apprécient, c'est un soulagement. Mais j'aime vraiment ça. Et tu vois, j'étais obsédée par France Inter, mais j'étais obsédée par la bande originale. Et c'est étonnant que au final, les choses soient arrivées, mais dans une autre émission. Et en fait, en général, en tout cas dans ma vie, les choses arrivent quand j'y mets pas d'enjeu, quand j'y mets pas trop de désir, ou en tout cas, elles mettent du temps. Ça met vraiment toute ma vie, c'est genre une leçon de patience. Parce que pareil, France Inter, à un moment, j'ai eu l'impression que tous mes amis entraient dans la bande originale. Tu vois, Alexandre Cominec, Laura Demange, Camille Lavabre, Tristan Lopin. Je me disais, mais tout le monde. Et puis même parfois des gens qui étaient arrivés dans le stand-up après moi. Je me disais, mais c'est pas juste. Lilia Benchaban qui est super, mais elle arrivait après moi. Pourquoi moi j'étais là avant? Alors qu'on sait très bien que cette logique ne fonctionne pas du tout, que c'est comme ça. Hein, c'est le stand-up, c'est et l'humour, il y a pas de t'es là, t'arrives, si t'es fort, et c'est parti pour toi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et puis donc bon, Zoom Zoom Zen, je sais pas pourquoi je demande pour l'émission de 16h que personne n'écoute. Bon. Et j'ai été invitée une première fois juste comme invitée parce que le sujet c'était lié à une émission que j'avais fait. Et puis en fait, ils m'ont rappelé pour me tester en chronique. Et je pense que c'est parce que j'y ai pas mis trop d'enjeux que je te demande moi, ok, et qu'au final, je me suis attachée énormément à cette bande, à cette ambiance, au rire de Mathieu Noël, au fait de le faire rire. Et maintenant, justement, tout le but, c'est de ne pas maintenant y mettre trop d'enjeux, parce qu'ensuite, ça me mettrait trop la pression. Et je pense qu'au début, en tout cas, ça fonctionnait bien parce que je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas. Et c'est sans me mettre trop la pression qu'en fait, j'y suis arrivée, quoi. Et est-ce qu'il y a une chronique en particulier dont tu es très fière? Oui, je suis assez fière de celle sur Miyazaki.
mon Dieu, pareil, pour cette chronique, j'ai revu tous les films de Miyazaki, c'était peut-être pas la peine. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir trouver un angle humoristique sur ce maître du cinéma d'animation que j'aime tant, alors que je suis tellement premier degré. Je suis fan de Miyazaki depuis toujours, donc résultat, je me disais, mais j'ai pas de truc drôle à dire, à part que c'est un génie. Donc résultat, je m'étais lancée au départ sur le CV de Miyazaki. Alors donc j'avais regardé des documentaires sur lui en me disant, son parcours, c'est drôle, au départ, ils étaient dans une prod qui marchait pas, et donc c'est pour ça qu'ils ont créé Ghibli. Et je me disais, c'est ouf de se dire que Miyazaki et Ghibli, ça part quand même d'histoires de plans galères. Je me disais que c'est que le génie incontesté. Et puis je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas forcément ça le chemin. À un moment, je suis allée vers ces histoires de relations de paternité avec son fils, qu'on lui a reproché de pas assez s'occuper de ses enfants. Puis finalement, je suis revenue sur des sujets des films. Et j'ai même mis un petit bout de la chronique à la fin du nouveau spectacle sur le fait de vouloir montrer un jour les films de Miyazaki à mes futurs enfants et de leur faire un interrogatoire dessus. Et c'est l'une des parties du nouveau spectacle qui marche le mieux. Donc ça, c'est chouette parce que résultat, beaucoup de prises de tête, mais rentabilisées. Oui, c'est vrai que c'est une partie qui est très efficace avec les enfants. C'est très mignon aussi. Moi, on imagine beaucoup la situation et ça te ressemble bien aussi. Donc j'aime bien, j'ai bien aimé aussi. Je mettrai un lien vers cette chronique pour les gens qui veulent la réécouter ou l'écouter simplement. Pour terminer sur ton actualité, il y a toujours ton livre Les mecs que je veux ken, que généralement tu signes en fin de spectacle pour ceux qui veulent signer le livre, juste en discuter. C'est super chouette. Je suis un peu honteux de te dire que j'ai pas lu le livre, alors que toi tu me complimentais sur mes recherches de mon podcast qui est très fouillé et je ne lis pas ton livre. Je suis désolé. Mais j'aurais dû te l'apporter. Tu aurais dû. J'en ai un ce soir. De toute façon, on se recroise, tu sais, ce soir, je crois qu'il y a une soirée au casino. C'est possible. Je t'en donnerai un si tu veux. À mon avis, on se croisera si j'ai gagné le concours. Si j'ai pas gagné le concours, je rentrerai très vite chez moi, je crois. On verra. Peut-être que t'auras envie de te bourrer la gueule. Ah, je bois pas d'alcool. Ah, c'est vrai. Il y a un gros enjeu sur ce concours. Tu gagnes quoi si tu... Ah, si tu gagnes, tu participes à un festival Comédia à Québec. Tu participes à Morche sur Rire. T'as ton spectacle programmé l'année d'après et t'as des prix. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et puis... Comédia, c'est fou. Morge, je l'ai fait. C'est pas un truc de franchement Morge. Non, mais Comédia, c'est fou. Comédia, c'est fou. Juste pour pouvoir retourner au Québec, ça me ferait déjà trop plaisir. J'avoue, ça c'est dingo. Mais voilà. Donc on va voir. Pas de pression. Pas de pression. Ouais, genre. Un petit peu quand même. Bien sûr. Mais donc on revient sur ton livre. De quoi parle le livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore? J'avais choisi le titre de mon podcast parce que je voulais développer à ce moment-là tous les sens du mot ken et pas que le sens le désir, mais aussi défoncer, mettre KO en fait tous les mecs que je veux détruire. Et donc je pense que c'était une analyse sur toutes mes relations d'amour, mais même depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence et jusqu'à de jeunes femmes. Pourquoi j'y arrive pas avec les mecs? Pourquoi je veux trop? Est-ce que j'ai trop de désir? Est-ce que je leur fais peur? Est-ce que je les étouffe? Et en fait, ça m'a permis aussi de déceler d'interroger les relations avec mon père, la relation de rivalité. Qu'est-ce que c'est d'avoir un père assez cassant qui complimente pas? Et puis ensuite je me suis demandé, mais est-ce que finalement moi ma carrière d'actrice et les chemins que j'ai pris, ça a pas fucké la relation à mon corps, à mon estime personnelle et à ma relation aux hommes en fait, parce que pour trouver quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment aussi parfois être solide faut être bien, et c'est quand ça va, en tout cas quand tu te sens un peu mieux que tu dégages ça et résultat je me suis dit mais donc il faut aussi que je parle de ma carrière de comédienne, comment je suis arrivée à l'humour, c'était pourquoi en fait ce chemin là, et puis ensuite résultat puis je me suis dit, mais il faut aussi que je parle de ma mère, de la relation elle-même de mes parents, comment la relation de mes parents et leur relation amoureuse a influencé peut-être un idéal du couple et de la famille, peut-être comment le divorce de mes parents a traumatisé mon idée de la... Voilà. Donc au final, il y avait beaucoup de choses. Je dirais qu'un défaut du livre, c'est peut-être un petit peu... peut-être un peu catalogue, tu vois, d'avoir beaucoup de petits chapitres comme ça, et puis avec une forme à la fois essai, à la fois récit autobiographique, avec des extraits de stand-up, pour montrer à quel point, en fait, l'humour a agi un peu comme une thérapie, en fait, montrer un peu comme, voilà, ce qui s'était passé dans la vie réelle, et voilà comment c'était devenu un set de stand-up. Donc, tu vois, il y avait plusieurs livres en un, parce que je savais pas encore trop
celui que je voulais écrire. Je pense que dans le prochain livre, il y aura une forme plus littéraire, plus d'un jet. Voilà, avec un trait. Je pense que j'apprendrai de certaines erreurs, mais je pense qu'il a des qualités, qu'il y a des situations drôles et touchantes quand même. Ok, mais donc tu parles déjà du prochain livre. Est-ce qu'il est déjà en tête? Est-ce qu'il y a déjà un projet? Oui, il y a une idée de prochain livre, mais c'est tout récent. Est-ce que c'est une exclue du podcast? Ouais, c'est une exclue. C'est une exclue du podcast. Tu sais qu'en plus, Régis, je fais vraiment, en ce moment, vu que je suis en rodage, je fais pas de promo du tout. Là, j'ai un copain aussi, Thomas Simoni Maurice, qui m'a dit, tu veux pas faire mon podcast? Donc, et une autre copine, Charline Gaillot. Mais sinon, toute la presse, on dit non parce que personne n'a vu le lien que tu as vu que c'est en rodage, en préparation. Au contraire, la presse, ils ont pas le droit de venir au spectacle, c'est encore trop frais. Et pour le livre, voilà, c'est aussi des rencontres et ces derniers jours et une envie qui se concrétise. Mais par contre, je resterai très secrète sur le sujet. Ça marche, t'as le droit. Moi, j'ai eu mon exclu, je suis très content. Mais j'avais entendu que tu avais envie d'adapter ton livre en série. Est-ce que ça, c'est un projet qui se concrétise ou qui ralentit? Non, ça s'est pas concrétisé. Okay. Ça m'a permis à un moment d'adapter le livre en série. J'avais sorti une bible, je travaillais dessus, j'avais rencontré des diffuseurs, plein de monde. Ça a pas eu lieu. Je pense que j'aurais dû peut-être plus m'entourer, prendre d'emblée une co-auteure ou une co-autrice plus chevronnée. Voilà, pareil, des choses où maintenant je sais que je partirais moins solo peut-être dans ces aventures-là. Et après, c'est tellement aussi, je pense, des questions de notoriété. Tu vois, même Amazon, si à un moment ils étaient intéressés, ils avaient bien aimé le spectacle et le pitch de la série, mais j'étais trop junior pour eux. Tu vois, okay, c'est tellement aussi d'argent. Je veux dire, on voit bien d'ailleurs que les séries d'humoristes, c'est des humoristes déjà assez stars, quoi. Donc, mais cela dit, le prochain livre, je pense que je penserais plus à une adaptation au cinéma. Ok. Ouais, je pense que je partirais plus là-dessus pour être peut-être moins limitée sur le fait de devoir pondre quelque chose d'efficace et d'humoristique, mais de partir dans des eaux plus troubles. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à ton actualité ou pas? Non, c'est incroyablement exhaustif. Trop bien, ça marche. Alors, on peut remonter le temps et revenir sur ton parcours. Donc, remontons le temps. Donc, tu es né à Paris le 9 mai 1989. Est-ce que, enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Alors, au début, pas trop. Au tout début, vraiment petite fille, genre vers 4, 5 ans, 6 ans, j'étais assez chiante, caractérielle et boudeuse. Genre difficile, enfin vraiment une enfant difficile, hein, tu vois. Très dans les jupes de ma mère, ne voulant pas faire de sport, ne voulant pas d'amis. Une fois, ma mère avait essayé de m'inscrire à une activité scolaire, à du judo, et j'avais hurlé en fait parce que je voulais pas qu'elle parte. Donc vraiment... et en fait, c'est justement parce que je galérais socialement que mes parents m'ont envoyée chez une pédopsie qui a fait un diagnostic comme quoi j'étais précoce intellectuellement mais retardée socialement. Donc que je parlais déjà avec un petit langage de petit adulte, que j'avais lu tôt, mais que le passage de se faire des amis n'avait pas lieu, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont, en plus de la psy, mes parents m'ont mis au théâtre à 7 ans. Et c'est en montant sur scène qu'on m'a donné des rôles de clown. Et donc j'ai fait la clown et j'ai fait l'adulte, et c'est marrant avec des enfants aussi de mon âge, mais eux jouaient les enfants ou les jeunes premières et moi j'étais la mère ou l'amie ou la bonne fée ou le personnage qui aide, mais le personnage un peu plus à côté, et puis beaucoup de personnages clownesques. Et je pense que j'ai commencé à comprendre et à devenir plus extravertie, à choquer déjà enfant, à vouloir faire des blagues, à être sans filtre, à vouloir même faire des blagues autour de la sexualité à mes copines, je crois, au CM1, CM2. Déjà, tout ce qui était autour des rapports amoureux et de la sexualité, je sais que mes copines étaient là, bah, Rosa, t'es obsédée. Mais j'étais vite obsédée et surtout, j'ai vite compris que c'était quelque chose qui faisait marrer les gens, quoi. Tu voyais qu'il y avait un filon à exploiter, quoi. Ça marche. Mais au niveau de ton entourage, tes parents t'ont donné le nom de Rosa en hommage à Rosa Luxemburg, militante socialiste et communiste assassinée en Allemagne en 1919. Alors ça respire pas la rigolade. Exactement. Tu dis même dans le podcast d'Ingrid Room que ton père n'a aucun humour. Zéro. Qui comprend même pas les blagues. Non. Est-ce que le reste de ta famille, c'est des gens drôles? Ma mère, oui. Ma mère, elle est beaucoup plus drôle que mon père. Elle a toujours aimé des proches, elle adorait des proches. Mais tu vois, typiquement dans la voiture, quand on est enfant, si ma mère mettait Rire et Chanson, mon père, il arrêtait et il mettait France Q, tu vois. Et genre, on écoutait des documentaires, des analyses, des émissions politiques, enfants dans la bagnole. De temps en temps, il finissait par céder et on avait le droit à nos chansons ou nos histoires d'enfants. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de politique. Et mon père, oui, c'était
c'était assez sérieux. Et même, on allait voir des films sérieux. J'avais pas le droit de regarder de l'humour. J'avais pas le droit de regarder la télé. J'avais pas le droit je connaissais pas les sketchs du Jamel Comedy Club. Sauf quand tu vas chez ta cousine qui a une télé dans sa chambre. C'est ça. Mais j'ai un peu grandi dans une secte, quoi. Ouais, un peu. Dit comme ça, un peu. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, donc tu le dis, que tu l'avais dit dans le podcast d'Ingrid Groom aussi, que quand tu vois Jamel du Bosque à la télé, t'as pas les codes, tu comprends pas, tu ris pas, quoi. Je ris en copiant parce que je vois ma cousine qui rigole et du Bosque et je comprends qu'il y a quelque chose que sa manière de parler est étonnante et sa façon et je suis un peu fascinée. Mais oui, non, j'ai pas du tout les codes et après j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui essayaient d'être drôles en imitant sa voix, mais moi c'était pas et les comédies auxquelles j'avais droit, c'était au cinéma, c'était les comédies de Billy Wilder, tu vois, c'était Certains Name Show où j'avais le droit au film avec Louis de Funès, tu vois. Donc ça, j'avais le droit quand même aux comédies avec Louis de Funès, mais pas les choses trop récentes en fait. Il fallait que la culture, que je puisse consommer des choses qui est déjà 20 ans dans le passé, et même comme la musique, tu vois. J'avais pas le droit d'avoir des CD de Britney Spears ou Mariah Carey, tu vois. C'était trop vulgaire. Donc j'écoutais Barbara. Et donc il y avait quand même un gros décalage. Ils m'avaient envoyé chez le psy, mais ils étaient un peu responsables quand même. Ils envoyaient chez le psy, mais ils voulaient continuer à payer. Quoi, ouais, c'est ça. Et donc tu as commencé le théâtre, donc 7 ans, 8 ans au cours Simon. Et c'est vraiment là que tu as découvert un goût pour la comédie, comme tu l'expliquais un petit peu, quoi. Oh bah complètement, oui, ça a vraiment fonctionné sur l'enfant que j'étais. Je me suis sociabilisée en effet. Ça, en fait, plus la pédopsie que j'ai vue enfant, j'ai réussi un peu à me faire des amis. Aussi, j'étais une enfant grosse, j'avais un journal intime. Moi, je me décrivais comme bouboule, mais c'est vrai que je me faisais quand même traiter de grosse vache. Et donc... Bah, c'est vrai, toi aussi. Oui. Bon, bah, c'est peut-être pour ça qu'on est humoriste. C'est pas pour rien. Mais le théâtre a beaucoup aidé. Voilà, le théâtre, d'être sur scène. Et ce qui était chouette au cours Simon, c'est que même enfant, il nous donnait parfois des textes, des grands textes. Donc très vite, on jouait Marivaux. Donc c'était des très beaux. On nous apprenait à articuler, à avoir une présence sur scène. Et donc Marivaux, c'était que des non-dits où en fait Camille Perdican, elle est amoureuse, mais ils se disputent parce qu'ils savent pas comment se dire qu'ils s'aiment. Donc déjà, en fait, ça m'a permis d'acquérir une vraie culture littéraire et théâtrale très tôt. T'as fait une première aménagée théâtre lycée Racine, t'as joué dans plusieurs pièces au début de ta carrière. En faisant mes recherches, t'es vu énormément en longue robe d'époque. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revenir au théâtre classique, ou c'est quelque chose que tu as fait et que c'est bon, tu t'en as assez fait? J'avoue que le début de la carrière dans le théâtre, surtout, c'était pas de la merde, quoi. C'était avec des grands, c'est-à-dire qu'entre John Malkovich et Peter Stein ou Georges Lavaudan, tu vois, c'était à l'atelier, à l'Odéon, au Bouffe du Nord et à la Cartoucherie. Autant après, j'ai eu un petit passage à vide, mais le début de ma carrière théâtrale de jeune femme, c'était des gros projets. Et donc, j'avoue que aujourd'hui, j'aime tellement stand-up que si jamais je repartais sur l'aventure d'une pièce, qui sont des aventures très longues, faudrait que ce soit un truc qui tue, tu vois. Mais tu vois, là, on m'a proposé par exemple une pièce dans le théâtre privé, ça m'a pas, tu vois, c'était un boulevard, j'ai pas dit oui. Après, je sais pas, j'ai une amie metteur en scène, Lorraine de Sagazan, tu vois, qui fait des mises en scène au français. J'en ai vu une récemment qu'elle a faite avec Marina Hans, qui était incroyable. Peut-être que si elle, un jour, elle me proposait, je dirais oui et je partirais sur une aventure où d'un coup t'es au service et là c'est plus tes textes, c'est toi qui sert un texte déjà écrit ou qui travaille à une création collective, qui te fait modeler en fait par une metteur en scène. Il faut proposer aussi, mais t'es quand même au service, voilà, de son idée. C'est pas du tout aussi controlling que nous en tant qu'humoristes. En fait, c'est nous qui quand même décidons de tout. Comédien, il faut être malléable, il faut être souple, il faut vraiment, il faut être au service, quoi, et pas de soi quand même. Surtout dans le théâtre public, il faut respecter un équilibre au plateau et les énergies sur scène. Donc j'avoue, il faudrait que ce soit un projet de fou, mais pourquoi pas, si ça serait un rêve un jour de revenir et de faire une tragédie à l'Odéon, ce serait dingue. Je sais pas si les gens me prendraient au sérieux. Enfin, je sais pas. Maintenant, j'aime tellement, je trouve ça tellement important de mettre des pointes d'humour que peut-être que, en tout cas, c'est un projet 100%. Qui allie la tragédie et la comédie, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Le message est passé. Si les gens ont des projets à te proposer, n'hésitez pas. Mais donc, j'ai aussi lu que tu rêvais d'intégrer le Conservatoire national d'art dramatique. Tu as passé le concours 2 fois. 2 fois, tu n'as pas été prise. Au 3e tour, ça a été très dur. Comment on se remet de ce genre de choses? Oh là là. C'est long. Je pense que j'ai fait une dépression après ces échecs-là. Vraiment, j'étais
j'avais perdu tout amour de moi-même. J'étais trop triste et trop déçue par moi-même. J'arrivais pas à relativiser, à me dire ces gens ne veulent pas de toi, c'est pas grave, tu trouveras les gens qui t'aiment. Je me disais non, c'est tragique, j'ai besoin de ces gens, moi je les aime, il faut qu'ils me choisissent. Si eux ne me veulent pas, je ne peux pas exister dans la carrière que j'ai choisie. Donc en fait, je ne me donnais aucune issue de secours, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour le théâtre public que j'ambitionnais, il y avait pas. Non, c'est vrai que le conservatoire paraissait la seule issue. Au final, le fait est que j'ai pu un peu travailler dans le public sans passer par le conservatoire. Mais surtout, la vie est tellement surprenante. Je pense que si j'ai fini par arriver au stand-up, c'est certainement grâce à cet échec, à ces échecs. Parce qu'ensuite, quand tu fais partie de ces écoles d'élite, tu t'habitues Enfin, moi, je pense que cet échec très tôt m'a quand même... je sais pas, je trouve que de bouffer le sable, ça a mis une espèce de plafond de peine. Enfin, c'est horrible, mais tu vois, même s'il y a des trucs parfois ou ensuite ou des castings ou des choses ou des coups, je me dis oui, mais tu vois, je suis pas née d'hier. Tu vois, il y a ça derrière qui... Relativement par rapport à ça, tu te dis, oui, ça va. Ça va, il y a ça et ça va. Et au final, quand je me suis retrouvée des années après pour cachetonner à faire des animations, des goûters d'anniversaire en mascotte, c'est plus là où en fait j'ai vraiment appris ma formation et où je me suis préparée à la violence de jouer dans des petites caves avec des mecs bourrés qui t'interrompent et de la pisse et de la bière par terre. Et des doigts d'honneur à la petite loge. Ouais, exactement. Et je me suis dit, c'est plus en étant déguisée et en faisant devant faire danser 20 enfants que peut-être en ayant fait le Conservatoire national. Donc peut-être que c'était ça mon chemin. Mais j'ai la philosophie aujourd'hui de me le dire parce que ça fait 15 ans, tu vois. Et enfin, 10 ans. 15 ans. J'avais 20 ans, je vais en avoir 35, ça fait 15 ans. Ouais. Mais j'ai mis du temps à ce que ça me fasse plus mal, à ce que ça me complexe plus. Vraiment, vraiment du temps. Et aujourd'hui, si ça me fait plus mal, c'est parce que c'est plus l'endroit de mon désir. C'est plus un regret. Oui, c'est ça. Mais peut-être que si au final, aujourd'hui, en fait, je voulais toujours être uniquement comédienne et uniquement théâtre dans le public, peut-être que je souffrirais encore. Si je souffre plus aujourd'hui, c'est parce que en effet, c'est plus un enjeu du tout pour moi. Et j'ai pu constater que les gens qui avaient fait ces écoles, ça les a aussi parfois emprisonnés. Mais malgré que tu n'aies pas été prise à cette école, après tu as fait une licence de cinéma à la Sorbonne tout en suivant des cours de théâtre au studio d'Asnières. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Si, Asnières, ouais. Parfait. Ensuite tu as fait la classe libre du cours Florent. Puis après, tu l'as dit, tu as fait la pièce en 2012 dans Les Liaisons dangereuses de John Malkovich au théâtre de l'Atelier. Théâtre que tu rempliras toute seule 10 ans plus tard, c'est trop classe, mais on y reviendra plus tard. Le Figaro d'ailleurs salue ta fraîcheur dans le rôle que tu joues. Cette pièce, tu l'as jouée plus d'une centaine de fois. Est-ce que c'est ce rôle-là qui a lancé ta carrière dans le théâtre ? Complètement. Ouais, si, c'est tout à fait ça. En fait, après le bac, j'ai fait en même temps la licence de cinéma et l'école de théâtre du studio d'Asnières. C'est à ce moment-là que j'ai passé les concours et en même temps, j'ai fait une première année de classe libre. La deuxième année, en fait, je suis rentrée en classe libre quand j'ai échoué au premier tour la première fois que j'ai passé le conservatoire au 3e tour. Puis ensuite, à un moment, je suis partie en Angleterre, j'ai fini l'année de classe libre, j'ai retenté le conservatoire. Bref, et c'est en sortant de toutes ces années-là que je me suis dit, là, s'il y a pas quelque chose qui se passe, j'arrête. J'arrête le théâtre, j'arrête. J'ai besoin de légitimité, j'ai besoin que quelqu'un d'autre croie en moi. Je peux pas que moi croire en moi-même. En fait, oui, ça paraît très bête, mais j'ai besoin de la validation d'un autre. En fait, c'est. Je comprends. Et je me disais aussi, sinon, tant pis, je deviendrais psy, je ferais des études de psycho, tu vois, je serais psychanalyste comme tous les Ashkénazes, puis voilà. Et puis il y a eu cette longue audition des Liaisons dangereuses, et finalement j'ai été prise et choisie par John Malkovich dans le rôle de Cécile de Volanges. Et là, je me suis dit, ouf, c'est pas un fantasme, c'est pas un délire, c'est pas moi qui rêve toute seule de ça. Il y a d'autres aussi qui peuvent le voir en moi et reconnaissent ma valeur. Et donc, ça m'a permis de gagner en confiance. Après, tu as enchaîné les rôles au théâtre dans des pièces comme Le Prix Martin ou encore Archipel Marie Ndiaye. Ouais. Tu joues dans des petits rôles dans des téléfilms comme La Baie d'Alger, Les Affaires sont les affaires, des courts-métrages comme Pim Poum le petit panda. Mais en début de 2014, tu intègres la troupe des Soirées Plaisantes, dans laquelle tu touches un peu plus à la comédie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette troupe ? Oui, tout à fait. Les Soirées Plaisantes, en fait, c'était des copains. On était ensemble à l'école du studio d'Asnières, certains en classe libre et certains en conservatoire national. Il y avait mon petit copain de l'époque, Johan Cuny, et des super acteurs. En fait, certains. En fait, il y avait les Soirées Plaisantes et Yes Vous Aime à côté. On était 2 bandes et on traînait tout le temps ensemble. Et Yes Vous Aime, c'est eux qui ont fait Brut. Ensuite, c'est Mustapha Benaïbou, Pauline Clément, Bertrand Huskla. Et donc, on faisait plein de trucs.
trucs, on faisait les fous. C'était incroyable. On rigolait comme des malades. On faisait des créations collectives, on improvisait, ensuite on mettait ça sur scène. On avait fait La vie rêvée des profs, Un dimanche après Drucker. Et dans Un dimanche après Drucker, on avait fait une scène, c'était au théâtre, aujourd'hui le théâtre Le Pic, mais qui je sais plus comment il s'appelait à l'époque. C'est avenue Junot, c'est dans le 18e à Paris, vers Abbesse. Et il y avait un concours des mises en capsule. Et donc il fallait présenter 20 minutes, une demi-heure. Et nous, là, on prenait un temps fou. C'était des gens qui se retrouvent le dimanche et qui demandent un code Wi-Fi. Et le temps, en fait, où elle donnait le mot de passe du code Wi-Fi, tu sais, et ça, c'était d'une longueur inouïe, tu sais. Et puis, en fait, quelqu'un se trompait et il fallait redemander le mot de passe. Et voilà. Donc, on travaillait beaucoup sur la longueur, l'absurde, l'écoute, et en fait, les petites vies, parfois l'absurdité des vies, beaucoup sur des petits détails. Une fois, il y avait un sketch, il y avait un copain qui faisait un astronaute qui part dans l'espace et il était dans son costume d'astronaute, puis en fait, il se mettait à péter, il y avait des bruits enregistrés de paix, et alors au début, on rigole, puis ensuite, ça reprend, puis ensuite, on se dit, mais ça va s'arrêter, et ça a duré longtemps. Et mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'était absurde. À la fin, les gens étaient par terre. Moi, c'est l'un des trucs, pour le coup, dont je suis le plus fière, et pourtant qui a été peu vu, sur lequel t'auras aucune trace, aucune vidéo. Toute la bande de comédiens, pour le coup, étaient tous plus tarés les uns que les autres. C'est pour ça, ça a fini par exploser. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans le stand-up, parce que tout le monde était fou. Mais c'était beau, quoi. C'était génial, franchement. Mais d'ailleurs, à cette époque-là, il y a certains membres de la troupe qui se sont essayés au stand-up. Ouais. Toi, t'es allé voir, mais t'as pas, toi, tenté l'expérience à ce moment-là. Il faudra attendre plusieurs années, on reviendra à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis non, pas pour moi? Je crois que c'est le fait qu'il y ait que des mecs. Ok. Ouais, genre vraiment, c'était des mecs dans la troupe qui voulaient essayer. Le plateau, je les ai accompagnés, il y avait que des mecs sur scène. Et moi, je pense que je me disais que j'avais besoin de personnages. Moi, j'avais des sketchs. Je faisais un personnage à un moment dont je faisais une prof, ou je faisais une meuf à un festival du coquillage. Enfin, je parlais de moi. C'est vraiment, je crois, après, en découvrant Louis C.K. et Blanche Gardin, et en découvrant plein d'humoristes américaines, que en voyant les choses se développer en France, que je me suis dit, ah mais si, mais peut-être. Mais les premières fois où je les ai accompagnés, en tout cas, l'ambiance m'avait fait peur, ouais. Ouais, c'est vraiment l'absence de représentation féminine. Ah oui. Et vraiment l'ambiance un peu Ouais. boys club. Oui, je me disais, là, j'ai pas du tout ma place. Ok, ouais. J'avais pas. Peut-être que si ce soir-là, je les avais accompagnés, que j'avais vu une nana sur scène qui me ressemblait un peu, je me serais dit, ah tiens, en fait, ça se trouve, il y a moyen. Okay. J'avais l'impression et à juste titre, mais de quelque chose de très testostéroné. Et au final, c'est pas si faux que ça, dans le sens où même avec des meufs, en fait, il y a quelque chose où les punchs, devoir mettre des coups, les gens morts de rire, enfin, killer, détruire, il y a quelque chose de l'ordre du combat, quoi. Et c'est pas, c'est très difficile d'arriver de proposer d'autres énergies, des énergies plus vulnérables, plus douces, de cueillir les gens sur d'autres choses, quand parfois t'as quelqu'un qui arrive et qui bastonne avec une énergie très forte. À l'époque, je m'en sentais pas forcément du tout capable. Ok. Et comme à l'époque, t'avais une culture stand-up qui n'était pas encore très étendue, tu connaissais ce qu'on voyait le plus, qui était ce que tu dis, oui. Les gens qui sont des showmen, qui font des trucs... C'est ça. Oui, pour moi, c'était en effet l'image très lointaine que j'avais peut-être du Jamel Comedy Club. Et en fait, c'est en découvrant le stand-up à l'américaine que ça m'a parlé. Je me suis dit, parce que j'étais aussi, en fait, évidemment, tu vois, dans mes études de ciné, fan de Kubrick et de Woody Allen. Et que, voilà, déjà, cette culture de ce personnage de Woody Allen qui se déteste et qui s'adore, mais qui, en fait, où c'est tu vois, dans ses films... et qui a fait du stand-up d'ailleurs, mais après ça c'est quelque chose où je me suis dit mais ça en fait au final ce personnage de Woody Allen, il y a quelque chose du stand-up. Et d'ailleurs dans une scène d'Annie Hall, il en fait c'est un de mes films préférés, et il monte sur scène et il fait des blagues et donc c'est ça qui m'a raccroché, c'est de me dire mais ça, ces blagues là je crois que je vois. Ok. Mais il y a encore quelques petites étapes avant qu'on arrive au stand-up. Parce que le 8 décembre 2014, c'est la première diffusion de ton premier court-métrage qui s'appelle La Piscine, pour lequel tu avais fait une campagne de financement participatif, tu as proposé dans plein de festivals, tu as remporté le prix du jury du 20e festival du court-métrage de Fréjus. Est-ce que tu peux parler un peu de ce premier court-métrage et ton envie de réaliser? C'est la première fois que tu réalisais, je ne pense pas que tu as réalisé encore après. Après, j'ai réalisé une pub pour Sonia Rykiel, mais non, c'était mon premier court-métrage. Et en fait, je pense que j'avais des envies très tôt, mais même au lycée, j'avais écrit un recueil de poésie, et même à la fac, en cours de théâtre, je lisais, j'avais envie d'écrire, mais
c'était tellement attendu de moi, de la part de mon père et de mon milieu, de son frère, qu'il fallait que, en fait, je sois du côté si je voulais être artiste, qu'il fallait que ce soit plus intellectuel, qu'il fallait qu'il y ait de l'écriture et de la réalisation. Par résistance à ça, je me disais, faut d'abord que je sois actrice. Et donc, une fois qu'il y a eu l'expérience avec John Malkovich, je me suis autorisée à réécrire. Okay. Et j'ai pas eu l'impression que c'était une trahison d'écrire à moi-même de mon désir. Et en fait, la piscine, c'était après j'étais très influencée à cette époque par la série Girls de Lena Dunham et la manière dont elle se mettait en scène, dont elle mettait en scène son corps et dont elle arrivait à faire de la tragédie et de la comédie, à avoir des ambiances parfois très drôles et en même temps très glauques et très romantiques. Et je trouvais ça génial, ce personnage d'Adam Driver hyper toxique mais dont on est folle amoureuse. Je me suis dit, mais c'est fou, mais c'est tellement... J'ai pas la rêve, malheureusement. Ah bon, ouais. Je suis pas très culturé. Non, moi, dès qu'on quitte stand-up, je fais oui, la série, bien sûr. En tout cas, c'est en m'inspirant de cette série Girls que je me suis dit, peut-être que moi aussi, je peux faire un court-métrage, la piscine, et ça sera ça sera sur de la procrastination, une jeune fille qui veut sortir de chez elle et aller à la piscine, et puis qui finalement n'y arrive pas, et qu'est-ce qu'elle fait si elle y va pas, alors qu'elle a décidé qu'elle devait y aller. Et donc voilà, et ouais, c'était une super expérience, j'ai adoré. J'ai voulu ensuite réitérer, j'en ai écrit un deuxième qui s'appelle La Camaraderie, mais qui était un moyen métrage. Donc t'as pas eu les financements. C'est ça. Ça, j'avais vu, pas de financement. T'as essayé pendant 2 ans d'avoir du financement, et ça freine vraiment les projets. Moi, c'est un truc qui est vraiment le truc le plus génial avec le stand-up, c'est que t'as une idée. Tout à fait. 3 minutes après, elle peut exister, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc que moi, j'admire les gens qui font du cinéma et des longs métrages, des courts métrages. C'est impressionnant le travail que ça prend. Parce que je parle des fois avec des gens, ils me disent, après 2 ans avoir travaillé sur un projet, finalement, on le fait pas. Je fais, ouais. Des fois, si je dois attendre 2 jours pour faire une blague, je la fais pas. Oui, tu te dis qu'elle est morte, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Même quand je te dis peut-être que mon prochain livre, je l'adapterai en film, il faudra beaucoup de motivation quand même. Parce que c'est en effet... t'entourer peut-être de gens. Ouais, de gens, tout à fait. S'entourer, garder d'autres projets à côté et pas y mettre, pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Après, moi, je suis un peu obsesso, donc c'est difficile. Mais oui, non, c'est sûr que c'est les parcours à cette époque de court-métrage. J'avais des premiers tours, mais pas des deuxièmes. Le CNC, des avis positifs, des avis négatifs. J'avais certains qui aimaient adorer, d'autres pas du tout, d'autres qui comprenaient pas. Et non, c'était désespérant parce que j'essayais de réécrire. Et puis j'avais, tu sais, il y avait des commissions pour avoir des aides en province. Donc je voulais une commission, je crois que c'était quelle région, Rhône-Alpes, je sais plus. Mais donc il y avait que 2 fois dans l'année où tu peux déposer le dossier. J'avais mis un temps fou à faire toute la paperasse, à faire tout le dossier. Et puis ensuite, j'avais attendu les réponses des commissions. Puis au moment où c'était les réponses, j'avais appelé parce que je recevais pas de réponse. Je me dis, mais votre dossier a pas été retenu. Vous avez pas coché vous avez pas mis le bon pourcentage du truc, vous avez mis 105, non, on voulait 110. Je me suis dit, non, mais là, c'est la plaisanterie, c'est un roman de Kafka, quoi. Ouais, tu l'avais dit en début d'un podcast. Il me semble que c'est vrai. Ça, ouais. Ah ouais, c'est encore un événement traumatisant, mais qui, en effet, justifie du fait que je sois allée vers le stand-up, ouais. Je n'ai malheureusement pas le temps de parler de tous les films dans lesquels tu as joué, mais tu as joué dans plein de films comme The Program en 2014, Sauver ou périr en 2017, 2 mois de Cédric Lapiche en 2019, Selfie en 2020, 5e set extra large. Tu as aussi joué sur YouTube dans La science de l'amour avec Cyprien, réalisé par Timothée Hochet. 4 millions de vues sur YouTube, c'est trop bien. Une vidéo de Léopold Lemarchand, qui est l'auditeur du podcast, donc je suis obligé de le citer. Et dans plein d'autres, comme dans Lollywood, etc. Je peux même pas tout citer tellement qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un rôle ou pas? Est-ce que tu fais encore des castings ou pas du tout? Si, je passe encore des castings. Là, c'est la première fois de ma vie, figure-toi, aujourd'hui, ce matin, où j'ai refusé parce que c'était un tout petit rôle et que c'est pour 3 jours, c'est pour vraiment... C'est vraiment un tout petit rôle. C'est un chouette film avec un très beau casting de gens très connus. Mais soit il me l'offre, ce petit rôle, soit moi aujourd'hui, j'ai plus envie de passer le casting parce que la plupart des castings, je les ai pas. Ça marche pas. Comme je te disais, je suis prise quand je passe pas de casting. Donc je veux bien passer un casting si c'est pour un rôle où il y a vraiment un truc à manger et que je comprends qu'il faille me battre pour défendre et dire ok, si, je vous assure, ça peut être moi. Si c'est un personnage clin d'œil, je pense que voilà, il y a suffisamment de choses sur Internet ou venez me voir sur scène pour vous faire vous une idée. Et sinon, il y aura quelqu'un de plus motivé que moi qui vous correspondra mieux, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'en général, tu choisis un rôle plutôt qu'un autre? C'est dans tous les films que tu as pris, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ah, celui-là, je le prends? Non, mais tous ces films-là, je les ai tous acceptés. C'est des petits rôles que j'avais dedans pour le coup. Je me souviens, dans Sauver ou périr, je joue la nana à l'accueil avec Pierre Ninet. Alors, je joue une femme enceinte, mais au départ, c'était Isia Egelin qui devait jouer le rôle de la femme de Pierre Ninet. Puis finalement, elle avait été remplacée par Anaïs de Moustier. Et on se disait, ah, mais Roselle lui ressemble, donc il faut pas trop qu'on la... Je sais pas, je me demande si elle m'avait pas un peu
peu enlaidie ou un truc. En tout cas, je peux même pas me voir, mais je suis à peine reconnue. Enfin, c'est vraiment des petits clins d'œil. Et moi, évidemment que j'avais pas choisi parce que c'était tellement. J'avais vachement envie de tourner, tu vois. Et puis c'était de tourner avec Pierre Ninet. Pareil, dans 2 mois. Là, ce qui était chouette, c'est qu'en effet, c'était Clapiche qui m'avait offert le rôle parce que je devais jouer. Enfin, j'avais été hautement pressentie pour jouer dans la série 10%. Okay. Et finalement, c'est une amie, Fanny Sidney, qui avait eu le rôle de la fille de Mathias. Mais Cédric Clapiche m'avait dit, mais tu verras, on se retrouvera, on aura un projet ensemble. Et donc, quand il y a eu ce film, il m'a dit, tu vas jouer la bosse de François Civil. Et voilà, c'est un tout petit personnage, mais c'est sympa. J'ai une scène avec François Civil qui était un amour et on avait bien rigolé. Donc oui, non, c'est chouette. Dans Selfie, je sais plus s'ils avaient changé le titre avant, c'était peut-être pas Selfie ou Emway, mais en effet, j'ai une scène avec un super comédien aussi avec qui on s'était bien marré. Finnegan Oldfield, c'était sympa, ouais, c'était cool. Mais tu vois, c'est des petits rôles, même pareil dans The Programme de Lance Armstrong, tu vois, pharmacienne. Oui, voilà, je joue la pharmacienne. Donc ce qui est fou, c'est que c'est un film de Stéphane Frears, donc c'est complètement dingo. Je suis là un petit peu enfin, c'est quasiment une silhouette parlante. Alors moi, j'avais l'impression de vivre le plus grand moment de ma vie, mais au final, il y a peu de gens qui ont vu ce film. C'est étonnant parce que quand j'ai fait le film de Stéphane Frears, au final, c'était quand même un jour de tournage, puis on en a retourné un deuxième. Je me disais, mais ça va être une grande scène dans le film si on tourne. Moi, j'avais l'impression d'avoir vécu tellement de choses dans le tournage. Je m'attendais pas à ce qu'au final, ce soit si petit. Et je pensais que tout le monde le verrait, quoi, un film de Stéphane Frears. Et puis, ça n'a eu aucune répercussion. Par contre, La Science de l'amour, je connaissais pas du tout. En fait, Cyprien. Donc, pareil, quand on me l'a proposé, j'étais en mode youtubeur, tu vois, limite du mépris. Donc, je suis vraiment. C'est sûrement ça qui a été le plus vu de tout ce que tu as Et fait. Exactement, de loin, de tous les films que tu as cités, c'est celui qui revient toujours, c'est La Science de l'amour. Et tu vois, c'est celui sur lequel j'ai mis aucune attente, quoi. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas mettre d'attente. Après, en février 2017, tu es chroniqueuse sur l'émission Je dis ça, je dis rien sur Comédie Plus, dans laquelle tu interprètes des personnages. Comment t'as vécu cette première expérience de télé et de jouer des personnages à la télé? C'était cool, c'était avec les copains de Yes Vous Aime, c'était avec Bertrand, Mustapha, Pauline, Johan, et on avait fait un fake talk show. Et donc en fait, Bertrand faisait un faux animateur et moi je faisais les Dramélies, donc une fausse critique théâtrale qui déteste l'humour. C'était marrant parce qu'à ce moment-là, je faisais même pas encore de stand-up, qui aime les projets complètement atypiques et qui est complètement folle et qui pète les plombs à chaque fois sur le plateau télé et qui part en poussant des cris. Et non, c'était bien marré, c'était trop cool. Bon, c'était avec les copains, quoi. Non, c'était cool. Même à ce moment-là, je me disais, moi aussi, pourquoi pas lancer ma chaîne YouTube ou refaire des vidéos. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de, moi aussi, je pense que Internet, ça m'intéresse. Surtout qu'à ce moment-là, c'était l'époque où je développais le projet de moyen-métrage que j'arrivais pas à financer. Donc, ils se foutaient tous un peu de ma gueule. Ils me disaient, nous, sur YouTube, on tourne, on met ça en ligne et c'est là tout de suite. Et j'étais un peu jalouse, un peu envieuse. Je me disais, oh là là, c'est vrai que dis donc, ça a l'air bien, c'est rapide et tout. Tu vois, encore aujourd'hui, je perds pas ça de vue. Le YouTube, Twitch, l'idée de l'immédiateté, des réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même la clé de l'indépendance. Je suis à fond avec ça parce que je pourrais pas faire quelque chose qui prend des plombes à faire. J'aurais pas la confiance en fait de tenir aussi longtemps un projet. J'ai pas les épaules pour le moment pour faire ça. C'est ça qui est bien avec le stand-up, c'est que tu sais tout de suite, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est autre chose. Mais on arrive au stand-up parce que le 24 février 2018, tu montes pour la première fois sur scène pour faire du stand-up au Lieu du Rire. Comment ça se fait que c'est là, ce jour-là, que tu fais ta première scène de stand-up et pas à un autre moment? Comment ça se fait que tu sautes le pas à ce moment-là? En fait, vers novembre-décembre 2017, j'étais allée voir avec une amie un spectacle d'humour et j'avais vraiment pas trouvé ça fou. J'avais trouvé ça pas mal, mais pas fou. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est peut-être possible. Parce qu'en fait, quand j'ai fini par découvrir le stand-up avant avec Louis C.K. et la série Louis, je me disais, ok, génie, mais inaccessible. Enfin, je veux dire, jamais je me disais que j'étais capable d'un tel degré d'introspection et d'analyse de ces névroses. Je me disais, Et puis quand j'ai vu cet humoriste raconter sa life, je me suis dit, mais il n'y a peut-être pas besoin d'être au niveau de Louis C.K. C'est possible de se lancer. Il y a un entre-deux entre ce gars-là que tu as vu et Louis C.K. Voilà. Il y a une marge. Exactement. Je me suis dit, je vais peut-être essayer. Et j'avais vu une amie au point virgule, et donc au point virgule j'avais entendu parler du tremplin, de l'audition, et donc le mercredi
donc 16 ou 15 février 2018, j'ai fait l'audition du Tremplin. C'était ça ma vraie toute première scène de stand-up. Sauf que ça n'en était pas une et que j'ai rencontré une meuf dans le public qui m'a dit mais tu veux pas faire un plateau, et elle m'a invité au lieu, et c'est le lieu le samedi, comme tu l'as précisément dit, que j'ai fait la vraie première scène. Puisque le Tremplin c'était une audition, c'était pas, il y avait pas de public. Mais c'est un peu, moi j'étais allée, d'ailleurs tous ils avaient déjà fait des open mic et moi c'était mon tout premier plateau et je suis arrivée très dans un truc de réciter un texte que j'avais appris par cœur, encore actrice. Ils étaient tous venus tout seuls, tu sais, ce truc très solitaire du stand-up. Moi j'étais venue avec un ami, avec Johan, tu sais, de Yes Vous Aime, Johan Cuny. On avait fait des italiennes avant. Enfin, on était encore dans une démarche très, très théâtrale. Et puis ensuite, j'avais rencontré d'ailleurs, c'est Anaïs Edou qui m'avait proposé de venir à son plateau Le Lieu. Et dès ce tremplin au point virgule, j'avais rencontré Morgane Cadignan et Ghislain Blic. Ok, directement. Et de quoi tu parlais dans ta première scène? Et comment ça s'est passé? L'audition s'est bien passé. Ça a été la directrice Antoinette Collin m'avait dit mais en fait il faut venir au Tremplin, il faut déjà avoir plus de niveau, mais elle m'avait dit ça se voit que toi tu commences pas, que t'as déjà fait du théâtre avant. Est-ce que je faisais déjà un peu des petites blagues, un peu de cul ou quoi? Je crois pas trop. En fait, je faisais des blagues. Je connaissais pas du tout encore mon identité. Hein. Je pensais, oui, peut-être que si j'ai une présence un peu noire à la Gaspard Proust. Donc, ce qui n'est absolument pas devenu genre mon énergie ou ma présence sur scène, mais je me cherchais, tu vois, vraiment, je savais. Souvent, on vous confond, on se dit, ah non, c'est pas Gaspard. Non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais donc, j'étais allée sur des trucs un peu d'humour trash, noir, politique. Justement, en fait, j'avais fait un parallèle sur le fait que j'avais été... que j'avais fait du babysitting et qu'aujourd'hui je rencontrais le gamin dont j'avais été la babysitter enfant et que je lui trouvais du charme. Est-ce que c'était lui en fait l'homme idéal? Et je faisais un parallèle avec justement Woody Allen qui était avec la fille adoptive de son ex-femme. Et donc, mais bon, donc c'était un peu noir. Monsieur, après quand j'avais fait Le Lieu du Rire, j'avais eu des petits rires, mais bon, je m'étais bien armée. Je me souviens au lieu, j'avais ramené Adrienne, mon amie, j'avais ramené ma mère. Enfin, vraiment, j'étais pas, j'avais déjà plein de soutien. Et puis ensuite, dès le deuxième plateau, j'avais rencontré Karim. Et je me souviens plus du nom du deuxième humoriste qui m'avait dit mais viens faire le All In Comedy. Exactement. Ah non, ça c'est c'était après. C'était la première que tu as fait après. Ouais, c'est le All In Comedy. C'est ça. Après il y a le Paname que tu as fait pas longtemps après. Ouais. Et le Love Steady Crew. C'est ça. Il m'avait proposé le Love Steady Crew et résultat, j'ai pu, à l'époque, partir Arnaud, c'était dans un petit café à Gare de Lyon et il y avait un concours à l'applaudimètre. À l'applaudimètre, si on faisait un bon passage, on avait le droit de revenir. Et pour ce passage-là, j'avais écrit mon premier set que t'as vu dans le spectacle à Lille. C'était la toute première version d'un sketch sur les seins, d'être complexé, d'avoir des gros tétons. Et très drôle. Merci, c'était l'un des Moi, premiers. j'adore les sketchs sur les complexes. et j'avais et ça avait marché. Et donc, j'avais été rappelée au second tour. Et même, il y avait Télématin qui était là et qui avait fait un petit interview, je me souviens, au second, qui était là la deuxième fois pour filmer Tierno parce que c'était le metteur en scène d'Haroun. Et ils avaient filmé mon passage. Et alors que c'était l'une de mes premières scènes, d'un coup, j'étais passée dans Télématin. Donc, j'étais très contente. Je me demande si ça n'avait pas attisé quelques jalousies, mais que je peux totalement comprendre rétrospectivement. Et moi, je me souviens, j'étais encore très complexée à l'époque, mais il y avait une fille qui m'avait dit ouais, mais t'as été filmée de toute façon, c'est pas parce que t'es drôle, c'est parce que t'es jolie. Et j'étais trop contente, j'étais en mode oh yes. Elle qui voulait t'insulter, tu crois? Ouais, moi je te vois, ça me fait plaisir. Mais après, t'as commencé à enchaîner les plateaux. Donc on l'a dit, Love Steady Crew, All In Comedy, Paname, Café Oscar, Saint-Germain Comedy Night, le Montreuil Comedy Club. Plein de plateaux, même quelques plateaux en anglais. Mais alors que tu débutais, ce qui est assez fou quand même, parce que généralement les gens qui le font essaient après plus de temps.
Comment ça se passe tes débuts en stand-up? Comment tu te sens sur scène et de quoi tu parles en général? En fait, c'est vrai que comme avant, j'étais comédienne et que je faisais un 38-40, j'étais grosse pour une comédienne. Toutes les autres comédiennes, elles faisaient vraiment du 34, du 36. Et moi, à chaque fois que je tournais dans des pubs ou quoi, on me disait « Ah non, mais tes cuisses, Rosa, c'est pas possible, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. » Genre, j'étais grosse pour une comédienne. C'est pas professionnel. Ah ouais. Prends-toi en main. On me disait « Mais t'as 30 ans, comment tu vas être à 40 ?» Enfin, vraiment, j'avais tellement de remarques grossophobes que je me souviens, les premières scènes de stand-up, j'étais là « Bah, moi, avec mon profil ingrat... » Et puis en fait, les gens m'ont dit mais tout va bien. Et je me suis dit ah mais en fait, genre apparemment, je suis un laidron pour les comédiennes, mais en tant que meuf humoriste, ça va, ça passe. Donc j'ai un peu parfois changé quelques textes, aménagé et oui non, ça se passe ça se passe bien. C'était dur aussi. Il y avait évidemment des trucs très difficiles, des gros bides. L'un de mes plus gros bides, c'était au Café Oscar, parce que il y avait pareil, c'était en 2 tours, et le deuxième tour, en fait, tout le monde devait ramener un maximum de public. Et ensuite, t'étais élu, tu gagnais, et en fait, tous les gens dans le public ne riaient que pour celui ou celle qu'ils étaient venus voir. Et donc, en fait, il y avait une ambiance horrible. Et moi, ma mère était venue ce soir-là, mais avec des amis à elle, hyper bourges, du 6e, et qui m'avaient vue, tu vois, au théâtre de l'Odéon, et qui me revoyaient sur scène, et pour eux, mais c'était la décadence totale, tu vois. Ouais, ok. Et donc ils se disaient, mais pas le profil. Où est-ce qu'est la pauvre fille, tu vois. Après, tous ces gens-là, ensuite, sont venus me complimenter quand j'ai été à la Cigale. Mais à ce moment-là, je me souviens, j'avais bidé, et en sortant... tous les amis étaient là, mais pourquoi tu veux pas refaire du théâtre plutôt que ça? Rajoutez-en en plus. Ouais, rajoutez-en. C'est souvent ça, c'est quand déjà tu fais un bid, tout le monde est conscient que tu as fait un bid. Et surtout toi, tu es la personne la plus consciente que tu as fait un bid. Et les gens viennent en rajouter derrière, c'est pas la peine. N'en parlons pas. C'est bon, on a tous compris. Oui. C'est bon, parle-moi-en dans un an. Ouais. Exactement. Et là, on en rira. Ouais. Ah non, à ce moment-là, j'avais pas du tout la distance pour en rire. J'avais vraiment envie de mourir tellement j'étais mal. J'avais appelé, je me souviens, un ami, Olivier, avec qui j'étais dans les soirées plaisantes, et je lui avais raconté. Il m'avait dit, mais t'es tellement courageuse, c'est tellement dur. C'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur. C'est vrai que dans le théâtre, les gens rient ou rient pas, mais tu peux pas tellement... T'es protégé par le collectif, t'es protégé par le 4e mur. C'est pas la même exposition que la douche froide de... bidé à ce point-là, et qui nous paraît insurmontable, et au final à laquelle on s'habitue. Faut pas trop s'y habituer, parce que sinon ça veut dire quelque chose, mais parfois ça arrive et il faut se relever, quoi. Ouais, mais des fois t'as aucune explication. Ouais. C'est des fois tu fais exactement le même sketch, tu as l'impression d'avoir fait avec la même énergie, et ça bide complètement, puis tu le refais le même sketch et ça cartonne, quoi. Donc il n'y a pas d'explication d'avoir parfois. Donc c'est ça que je trouve le plus dur, parce que honnêtement, tu te dis, je ne sais pas ce que j'ai pas bien fait, et pourquoi ça n'a pas marché là. Des publics, moi j'ai vu quand même une grosse différence entre le public qui vient voir mon spectacle et le public de plateau. Tu vois, même si je continue les plateaux, en fait, parfois je vais bider en plateau et me dire, ah mais ça je vais jeter, et les trucs en fait je vais retester dans le spectacle sont les trucs qui vont le mieux marcher dans le spectacle. Donc, et en même temps, parfois les gros bangers du spectacle sont des trucs que j'ai rodés et travaillés et fait fonctionner en plateau. Mais parfois tu lisses le propos un peu pour les plateaux. En tout cas, moi, ça m'arrive de dire, ok, bon, bah, allez, je vais leur raconter une anecdote de cul. Alors qu'au final, tu vois, dans le spectacle précédent, toute la partie sur mes parents, mon éducation, c'est pas des choses que j'ai fait en plateau. Et c'est ça que les gens retenaient et dont ils venaient me parler. Pas les journalistes, qui eux préféraient me réduire à Roselle parle de cul. Mais le public, c'était tellement intéressant, les contradictions de ta mère féministe et du père trotskiste. Ils m'en parlaient beaucoup. Et c'était pas des trucs du tout que j'avais testé en plateau. Donc tu vois, c'est étonnant, quoi, de se dire, tiens, quelle est la matière, comment choisir ces blagues. C'est pas facile, parce que parfois tu te dis, est-ce que c'est une blague exigeante, un peu référencée, ou juste c'est une blague chiante, c'est pas marrant. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est parce que tu dis, t'as pas envie de faire chier les gens, mais parfois, résultat, dans le spectacle précédent, ce qui marchait le mieux sur les plateaux, qui étaient les rencontres sur les applis, bon, alors ça marchait bien dans le spectacle aussi, mais c'est pas ce dont on me parlait à la fin, c'était pas ce qui avait le plus marqué. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut installer des choses. Il y a aussi des sketchs qui marchent mieux si les gens sont persuadés que tu es drôle. Donc, il faut avoir placé avant des blagues qui font comprendre que tu es drôle. Et après, tu peux expliquer un propos. Ouais. Et les gens t'écoutent. Sinon, si tu commences avec ça, ils sont là. On s'en fout. J'écoute pas la fin. Et du coup, ça m'intéresse pas. Ouais. Et donc, ils écoutent pas. Et tu fais, mais pourquoi? C'était intéressant. Ouais. Vous l'avez pas écouté jusqu'au bout. Encore une phrase. Fallait te dire encore une phrase. C'est fou. Mais et après ça, donc tu as enchaîné quand même beaucoup de plateaux. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le 3 mai 2018, donc soit moins de 3 mois après avoir fait ta première scène, tu annonces que tu vas jouer ton premier spectacle qui s'appelle Première fois, mise en scène par Adrienne Ollet lors du festival d'Avignon. Alors avec le recul, est-ce que c'était de la folie, de l'inconscience ou vraiment une bonne idée? Un peu de tout. En fait, il faut savoir qu'avant de me lancer dans le stand-up, pendant toute ma vingtaine, quasiment, j'étais sous antidépresseur. Okay. Et je pense que ça avait quand même bridé énormément ma créativité, que moi, je pensais en avoir besoin parce que j'avais l'impression d'être trop sensible et que tout me blessait, en fait. Et que j'avais peur de moi parce que j'avais l'impression de tout le temps dire ce que je pense, de pas réussir à m'empêcher de dire ce que je pense. Et je me disais, ok, en fait, je vais prendre un inhibiteur de la sérotonine et comme ça, ça fera plafond. Et ça m'empêchera de trop souffrir ou de trop parler. Okay. Et ça avait d'une certaine manière fonctionné. Mais avant de me lancer dans le stand-up, donc entre le moment où je vois cet humoriste pas terrible sur scène, mais qui me fait dire que je vais y aller, et le premier plateau, se passent des vacances de Noël avec un couple d'amis qui me fait une intervention et qui me dit stop Rosa, t'arrêtes les médocs. J'en prenais pas, c'était pas, tu vois, j'étais à 5000 grammes de séroplex, mais bon, quand même, ça jouait évidemment sur le cerveau. Et le fait est que du moment où j'ai arrêté, j'ai retrouvé la parole. Et d'un coup, j'ai écrit, j'avais besoin de dire, et puis en fait, j'ai osé. Je pense qu'avant, si j'écrivais pas, c'est que je me disais que je voulais être comédienne, et donc je me disais, il faut que je donne l'image. Une comédienne, c'est quelqu'un qui peut inspirer le désir, le mystère, qu'on ne connaît pas, qui peut correspondre à plein de personnages différents. Et là, en fait, je disais tout et je n'avais plus rien à foutre d'inspirer ou non le désir. Je voulais tout sauf le mystère. Et donc, rapidement, j'ai quand même eu un corpus, alors de trucs nuls, tu vois, parfois de textes très mauvais, mais il y avait de la matière. Je me souviens qu'à cette audition, justement, Morgane Cadignan m'avait dit qu'elle allait passer l'audition de La Petite Loge. Et donc, je me disais, mais l'audition de La Petite Loge, il faut avoir 20 minutes, je vais la présenter aussi. Très bien, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je sais plus, c'est au mois d'avril, un mois avant, une comédienne qui en fait était ma babysitter quand j'étais enfant m'appelle de but en blanc et me dit « J'ai vu, Rosa, que tu t'étais lancée dans l'humour et je devais jouer cet été au Pixel, mais en fait, on vient d'être prise au Bélier, donc on libère la salle à Avignon. Est-ce que tu la veux? Comme c'est au dernier moment, tu peux l'avoir à moitié prix. » Et j'ai dit oui. Et donc, j'ai pris la salle parce qu'au final, je sais plus, elle était à donc 2500 € la location au lieu de 5000. Donc, c'était hyper avantageux. De ouf. Ensuite, j'ai fait une demande. On m'a parlé de la subvention pour le fonds humour SACD. Mm-hmm. J'ai fait la demande. J'ai obtenu le fonds. Donc, je crois que c'était à peu près 2500 €. Donc, résultat, j'avais plus à payer la salle. Mm-hmm. Ensuite, Adrienne, elle était déjà sur place parce qu'elle avait un autre spectacle. Moi, j'ai loué en effet une chambre du Crous, mais tu vois, une toute petite chambre de bonne avec un plafonnier qui brassait de l'air chaud, mais c'était pas cher du tout. Mmh. Et j'ai pas du tout pris de chargé de diff ni rien. J'ai fait que le minimum de dépenses, de flyers et d'affiches. Et avec la billetterie, et le fait est que les gens sont venus, j'ai pu rembourser non seulement la chambre du Crous, mais Adrienne et moi, on a gagné un peu d'argent lors de ce festival, quoi. C'est fou parce que déjà, Avignon, c'est réputé comme extrêmement dur pour déjà des humoristes qui ont une expérience de fou. Mm. Mais moi, ce qui m'impressionnait surtout, c'était qu'après 3 mois, tu annonces un spectacle complet, 1 heure de spectacle, quoi, et que tu l'as fait. Je veux dire, tu as été au bout. Au début, il n'y avait pas vraiment 1 heure. Je me demande s'il n'y avait pas 45 minutes. Eh bien, ça me rassure. Ouais, non, mais c'est vrai. Je pense pas que j'avais l'heure tout de suite. Et puis, en fait, j'avais croisé Vérino. Je me souviens, c'était au Jardin Sauvage, à la péniche du Jardin Sauvage, avant ou après un plateau. Et je lui avais parlé d'Avignon et il m'avait dit, mais c'est bien, Avignon, il faut y aller pour créer le spectacle. Et tu t'entraînes et tous les jours pendant 1 mois, et t'écris et tu crées le spectacle. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que j'y suis pas allée avec un spectacle prêt du tout. Okay. J'y suis allée avec une ébauche d'un truc de 45 minutes, mais tu vois, où j'accueillais les gens au début. Je faisais un personnage qui fait de la billetterie. Et puis, à un moment, je parlais de mon rapport au sport. Et puis, je mettais de la musique et je me mettais à courir et à essayer de faire des squats. Enfin, tu vois, je me cherchais. Je faisais... Et puis ensuite, j'ai continué à travailler la matière de ce spectacle à la Petite Loge après. Mais donc, tu vois, c'était à partir de septembre 2018. Ouais.
Et d'ailleurs, le moment où je fais du sport est resté dans le spectacle avec une musique et tout. Mais donc, tu vois, il y avait des trucs, en effet, des effets un peu de théâtre. Tu vois, je sais pas si c'était encore, c'était pas déjà du stand-up, mais aussi, j'avais manqué de scène. J'avais déjà la trentaine. Attends, j'avais quel âge? Non, 28 ans. C'était en 2018, donc on est il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Une trentaine, ouais. Ouais, la trentaine. Enfin, non. 29, 30. 28 28. Je vais avoir... Je veux pas te vexer, Je vais avoir 35. Ah, pardon, je suis nul en maths. Moi aussi. Ouais, de 29, quoi, truc comme ça. Mais J'aime bien, c'est top pour toi, 29. C'est pas la trentaine, c'est encore avant. un petit peu avant. Non, mais en tout cas, j'avais manqué de scène. J'avais manqué. À la base, c'est là d'où je viens. C'était ma passion. Tu vois, tu m'as fait un CV très honorifique. Il faut vraiment que je te donne mon livre parce que dans le livre, je raconte aussi le tunnel que j'ai vécu. Mais oui, entre le début de carrière, super, mais les petites expériences de film, c'était un jour de tournage ici ou là. Mais en fait, il y a eu un moment où j'ai plus fait de théâtre, où les projets ne se montaient pas. J'avais pas réussi à monter financièrement le moyen métrage. Les soirées plaisantes, ça s'était arrêté. Je tournais dans des pubs pour cachetonner. J'animais des goûters d'anniversaire. Je galérais et j'étais plus comédienne en fait. Tu vois, j'étais intermittente du spectacle, mais j'avais plus de scène. Et donc, en fait, le stand-up, ça m'a permis de remonter sur scène et je me suis rendu compte qu'en fait, que je suis totalement addict à ça et que ça m'avait terriblement manqué. Donc, en fait, je rattrapais un manque, je rattrapais et j'étais boulimique. Et donc, c'est ce qui fait que je me suis jetée totalement inconsciemment dans cette aventure d'Avignon. Et heureusement, ça s'est bien passé. Il y a eu des jours où il y avait personne dans la salle, ou des gens qui détestaient le spectacle, qui me regardaient méchamment, une comédienne qui m'avait trouvé nulle et qui était horrible avec moi, et c'était horrible. Et puis des fois où en fait il y avait des gens et qui rigolaient, et c'était super. Des fois où il y avait des fous, c'était dur, c'était une expérience. À la fin, j'en pouvais plus, tu vois, il faisait chaud, c'est dur Avignon, mais en même temps, je travaillais tout le temps, je tractais, je mettais des affiches, j'arrêtais pas. En fait, je sortais peu, j'allais pas trop boire des verres place des Corsins, je faisais pas trop la fête, je passais mon temps à flyer. J'avais ma mère qui était venue me voir et elle flyait avec moi. Et donc, on était à deux dans la rue et elle était là, allez voir ma fille. Trop mignon. Mais donc après, en septembre, tu annonces ton spectacle à la Petite Loge, que tu joues tous les samedis, qui sera prolongé même jusque juin 2019. Donc c'est une salle qui est super formatrice, plein d'humoristes sont passés par là, étant donné que c'est la plus petite salle de théâtre de Paris. Comment toi, t'as vécu cette expérience de la Petite Loge? Génial. En fait, c'est très dur parce qu'il y a peu de gens et que quand les gens sont si peu nombreux, parfois ils osent pas rire parce qu'ils sont très en conscience les uns des autres. Mais l'avantage de cette jauge, en fait, d'avoir 20 ou 25 personnes dans la salle max, c'est qu'il n'y a pas de pression de remplissage. C'est qu'en fait, tu les trouves. Il y aura toujours des inconnus pour venir et se pointer à un spectacle d'humour un samedi soir. Et donc je pouvais être moi-même aussi une inconnue et être sur scène et travailler et améliorer la matière du spectacle. Et à ce moment-là, c'était que ça, mon obsession, c'était faire en sorte que le spectacle devienne meilleur. J'étais totalement déconnectée. Tu vois, j'étais pas du tout encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, je mettais des petites photos ici ou là, mais pas de vidéos. J'essayais de faire des plateaux, mais j'essayais juste d'améliorer le spectacle, les blagues. Je pense que j'étais aussi à un moment où j'en pouvais plus parfois de certaines ambiances en plateau. Il y a 6 ans quand même, il y avait encore beaucoup moins de femmes dans les plateaux parisiens. Je sais pas si c'est la même chose ici en Belgique, peut-être un peu moins. Il y a de plus en plus d'humoristes, mais ça reste quand même pas minoritaire. Dans la réalité des faits, je pense que c'est un petit peu moins de 5... Je crois que c'est 45% des humoristes sont femmes. Mais dans les faits, il n'y a pas 45% de femmes sur les plateaux, de présence sur les plateaux. Ouais. C'est que ça reste minoritaire. Sur un plateau de 6, si tu as 2 filles sur ton plateau, c'est déjà que tu fais attention à ce qu'il y ait une tentative de parité. Ouais. Si tu en as 2, c'est que tu as fait un effort pour qu'il y en ait 2. Ouais, je vois. Il y a un petit effort à faire. Tout à fait. Et moi, j'essaie à chaque fois, par exemple, j'ai un plateau tous les mardis à Bruxelles où j'essaie d'avoir une parité 3-3, mais c'est pas facile. Oui. Parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui annule et j'ai du mal de retrouver quelqu'un qui est dans la même tranche, dans le même niveau ou ce genre de choses. Mais il y a moyen de le faire, mais c'est un peu plus difficile. Donc c'est encore... Il y a encore plus d'humoristes hommes et c'est plus facile d'en trouver et ça c'est sûr. Ouais, c'était là, à l'époque, vraiment, il y avait vraiment... je sais pas si c'est peu de femmes parce qu'en fait,
beaucoup de femmes qui lâchaient l'affaire, qui abandonnaient, qui en tout cas ne voulaient plus faire de plateau, qui faisaient leur spectacle mais séparément en fait, qui avaient peur de l'ambiance des plateaux et qui n'y retournaient pas, et c'était trop jouer des coudes, il fallait trop faire du forcing et c'était pas la personnalité de certaines, et donc parfois j'avais des copines, mais on mettait des mois à se croiser parce qu'en fait comme on était peu programmés, qu'on était vraiment la schtroumpfette, et voilà, et ces ambiances là, ce boys club, j'en pouvais plus. J'avais eu des remarques vraiment déplacées de la part de certains mecs, justement quand je faisais le sketch sur les tétons, un gars qui m'avait dit quand j'étais allée les retrouver en loge, alors tu nous les montres pour faire rire les autres gars, et ensuite qui était remonté à la fin au moment du chapeau et qui avait dit bon bah alors celle-là mettez dans le chapeau pour qu'elle se fasse refaire les seins. Et ouais, des trucs très très gênants. Oui, parce que toi tu parles de tes complexes sur scène, et mais allez, c'est bon, elle a parlé de ses complexes, on peut tous en parler. C'est pas la même chose, toi qui parles de tes complexes. Il y avait beaucoup de trucs comme ça où les mecs qui s'annonçaient, ils disaient faites un maximum de bruit et donner le nom du mec prochain ou du mec d'avant, et moi ils disaient alors vous allez voir Rosa, et ils faisaient un petit speech sur alors elle parle de ci ou elle parle de ça. J'étais la seule qui avait le droit à ça, mais les mecs ils se le présentaient sans commentaire. Il y avait beaucoup de situations comme ça, vraiment j'étais fatiguée, et le spectacle c'était un peu la porte de sortie, l'issue en fait, parce qu'il y avait le public, parfois des publics plus froids, des publics difficiles, mais au moins j'étais toute seule, j'avais mon moment avec eux pendant 1 heure, j'avais 1 heure pour les convaincre, et donc au final c'était chouette, non c'était heureux. Après, en octobre 2018, tu commences à faire tes premières chroniques radio dans l'émission Please Stand Up et dans Wishing Light Challenge. Après, en août 2018, tu lances ton podcast, Les mecs que je veux ken, dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a changé ce podcast dans ta vie ? Tout. Tout. Ah ouais, c'est clair. Oui, parce que la petite loge, non seulement j'ai fait une première année, mais ensuite j'ai fait une deuxième année avec Tenir debout, qui reprenait 2-3 sketchs du premier spectacle, mais qui en fait était la matière de celui que tu as vu à la Cigale. Et à un moment, même les inconnus le samedi soir, ça suffisait plus, en restant aussi longtemps à la petite loge, en jouant aussi longtemps, en ayant fait tout mon cercle de proches, d'amis, j'arrivais plus à trouver de public. En fait, je savais pas comment me faire connaître, tu vois. J'avais pas de présence sur les réseaux de vidéos, j'avais pas d'attaché de presse, j'avais pas des petits articles de presse, mais des tout petits trucs. Et donc, je me disais, mais il faut aller. Et donc, justement, les Wishing, je me disais, je vais me filmer en train de faire une chronique, ça serait un peu comme si j'avais la mienne. Et donc, je me souviens, dans l'une de ces chroniques, j'avais fait une blague en disant, vous allez voir, moi aussi, je vais lancer mon podcast, ça s'appellera Les mecs que je veux. Tu allais lancer 2 podcasts. Oui. Ouais. Tu allais lancer un podcast, les AA, les actrices anonymes, et les mecs que je veux ken. Il n'y a que les mecs que je veux ken qui a eu lieu au final. Mais pardon, je t'ai coupé, mais je voulais juste voir que j'avais fait mes recherches parce que je n'ai pas lu ton livre et je m'en fais un peu. Oh, non, mais tu sais que tu as une très bonne mémoire parce que même moi, ça, je l'avais oublié, ce truc des AA. Et en fait, j'avais en effet, à un moment, ces 2 projets de podcast, mais un peu tournés sous forme de blagues, et au final, pas tant des blagues que ça. Et j'avais appelé donc Bertrand Huskla, de mon copain Diaz Ouzem, qui est dans Brut, et je lui avais pitché les 2. J'avais dit, les mecs que je veux ken, c'est des mecs que j'invite, que j'admire, et je leur écris un poème pour leur dire pourquoi j'aurais envie de les ken. Et les AA, c'est des actrices anonymes, c'est des actrices dont on floute les voix, qui donnent pas leur nom, mais qui parlent de situations d'abus dans les milieux du spectacle. Il m'a dit, fais pas le premier, c'est anxiogène, fais juste le deuxième. Enfin, fais les mecs que je veux ken, fais pas AA. Et je te mode, ah ouais, t'es sûr? Mais parce que moi, à l'époque, j'avais lu le Catch and Kill de Ronan Farrow, de l'histoire où Harvey Weinstein tombe. Et en fait, j'étais déjà quand même persuadée qu'il y avait tout un dossier, dont on a vu récemment avec Judith Godrèche, que la parole se libère. Mais en fait, dès 2018, la parole s'était pas tant du tout libérée, même 2019, en France, tu vois. Il a fallu quand même là... 2023-2024, même Adèle Haenel, quand elle quitte les Césars, on s'était encore, plein de gens, et on n'était pas à la page, quoi. C'est là en train d'avoir lieu, mais parce qu'il y a eu La Familia Grande, parce qu'il y a eu le livre de Vanessa Springora, Le Consentement, et donc moi, quand je propose ça, Bertrand, il me dit, non, mais qui va aller écouter ça, c'est déprimant. Et puis en fait, on reconnaîtra les comédiennes, même si leur voix est floutée, même si elles disent pas leur nom, et ça pourra leur causer des problèmes. Elles voudront pas, en fait, elles voudront pas témoigner. Tu vas te retrouver coincé. Et en fait, ce qui marche dans le témoignage, c'est si au contraire on sait le nom et que c'est une meuf connue et qu'elle balance quelqu'un de connu. Mais donc dans les témoignages anonymes, ça fonctionnera pas. Voilà. Donc il m'a donné cet avis-là et j'ai lancé Les mecs que je veux ken. Et ensuite, il l'avait quand même bien senti parce que ça a en effet fonctionné, quoi. Donc là, ça a permis de te faire connaître le podcast. T'as vraiment senti que tes salles se remplissaient grâce au podcast? En fait, est-ce que les salles se sont remplies grâce au podcast? Je sais pas. Je me demande si les salles se sont pas remplies parce que pendant les confinements, j'ai fait des petites vidéos. Ouais.
Mais le podcast, il y a évidemment des spectateurs qui viennent grâce au podcast, mais c'est pas ce qui convertit le plus non plus, hein, vraiment. Alors que pourtant il est très écouté, mais les auditeurs de podcast parfois sont pas des spectateurs de stand-up. Aussi. Ça convertit un peu. Je sais pas si toi tu l'observes. Est-ce que tu as beaucoup de tes auditeurs qui viennent te voir sur scène? Non, mais moi, c'est pas encore à ce point-là du podcast. Je pense que tu m'as dit beaucoup de choses très, très sympas par rapport à mon podcast, mais il n'est pas encore aussi écouté que le tien. Et aussi, moi, c'est un podcast où je mets en avant les autres humoristes. Donc moi, souvent, j'ai mes auditeurs qui me disent « Ah, je suis allé voir tel humoriste. » Ah oui. Et donc ça me fait super plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous allez voir un spectacle d'un humoriste que vous avez écouté, envoyez-moi. J'ai parfois des photos j'ai pris les billets pour aller voir un tel. Trop bien. J'ai acheté les places pour lui. Je le connaissais pas, je vais le voir. Par exemple, il y a un humoriste belge qui s'appelle Simon Lepers qui jouait son spectacle. Et il y a un auditeur qui a écouté l'épisode le matin. Il s'est dit je connais pas du tout. Je prends mes places. Je fais confiance à Régis. S'il le conseille, c'est que il aime bien. Tous les invités que j'ai dans le podcast, je les conseille tous. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je veux prendre que des humoristes qui me font rire, parce qu'on me dit quel spectacle je peux aller voir. Bah tiens, prends le podcast, tu prends le nom de n'importe qui, je te conseille d'avoir le spectacle parce que moi je recommande ça. Mais du coup ça c'est plus intéressant pour les invités que pour moi pour le moment. Après c'est peut-être parce que je parle pas encore beaucoup de moi. Des fois quand je le fais on me dit on s'en fout, on peut juste écouter l'invité. C'est déjà arrivé aussi. Mais l'idée du podcast c'est plus de mettre en avant l'invité que moi. Peut-être que ça attire certaines personnes. Ce que j'ai souvent comme retour, c'est des humoristes qui commencent l'humour, qui débutent dans l'humour et que ça leur donne envie de faire de l'humour parce qu'ils voient un peu les étapes, les moments de loose, les moments difficiles et ils se disent en fait c'est pas que moi. Parce qu'on voit toujours les humoristes au moment où ils cartonnent. Oui. On a découvert Paul Mirabel au moment où il était déjà super drôle. Bien Prends sûr. l'exemple le plus flash, mais on voit pas les 3 millions de scènes qu'il a fait avant et tous les bides. Mais quand on l'écoute dans un podcast où il en parle, c'est super intéressant. On se dit, Haroun, quel génie. Il a commencé à un endroit, tu vois, il travaillait en même temps. Il a fait, donc j'ai plus des auditeurs qui se lancent dans l'humour, qui sont fans d'humour ou qui veulent aller voir des spectacles que me voir moi. Pour le moment, c'est plus les invités que ça convertit, je vais dire. Bah, si, il y en a qui sont, bien sûr, non, à chaque fois, il y en a, c'est toujours d'ailleurs des spectateurs très intelligents, ceux qui sont aussi auditeurs du podcast, ils ont une écoute particulière, enfin, c'est chouette, parfois c'est peut-être un public plus, peut-être en effet encore plus exigeant que plus le public qui vient parce qu'il a vu une vidéo sur Insta, public qui te connaît mieux, qui est plus attaché, mais parfois justement ils vont peut-être pas exploser de rire, ils vont avoir une écoute limite attentive parce qu'ils ont l'impression de te connaître déjà. En tout cas au moment où j'ai lancé les mecs que je veux ken, il n'y avait pas non plus de plan de carrière de fou en me disant je vais remplir ma salle. Enfin, je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a les gens connus du stand-up que j'ose pas trop leur parler au plateau et que voilà ça me permet de leur poser des questions. Voilà, c'est comme ça que voilà j'ai pu poser des questions à Yacine Bellous et faire ses premières parties. Sébastien Marx aussi, Paul Taylor aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu aussi... Alors, Marina Rollman, j'avais déjà fait ses premières parties avant de la voir dans le podcast, mais c'est vrai que c'était une manière de peut-être pénétrer un peu le milieu du stand-up, me faire des amis, poser les questions, voilà, auxquelles parfois forcément les gens ont pas envie de répondre quand ils sont sur un plateau, qu'ils arrivent et qu'ils repartent avant. Mais tu dis, voilà, si tu proposes le cadre du podcast et qu'ils voient que tu as tout matériel, ils se disent, c'est sérieux. Et donc ils répondent et ça m'a permis de rencontrer quand même pas mal de gens, Pierre Thévenoud, tu vois, que j'avais rencontré à la petite loge et qui est encore voilà toujours un camarade, un copain, Ghislain. Donc c'était ça. Et ensuite moi ça m'a permis aussi de garder en curiosité en fait, parce que justement je pense que ce qui me faisait défaut dans le métier de comédienne, c'était l'ouverture. À force d'être sur toi, de recevoir des textes, de les préparer, de te dire mais je vais être choisie sur ma voix, sur mon physique, mais tu deviens déjà jaloux du monde entier et en focus sur toi-même, et puis tu perds ce truc de recherche. Maintenant, à chaque fois que j'ai un invité, je me passionne pour l'invité et je lis tout, et comme toi, j'essaye d'être le plus studieuse possible, d'aller voir le spectacle, d'être sûre d'avoir vu le spectacle aussi, ou au moins d'avoir vu une capta, d'avoir lu le bouquin, d'avoir écouté les chroniques. Voilà, comme toi, parfois ça m'arrive d'être frustrée si j'ai vu ci mais j'ai manqué ça, mais on est dans une énergie où on s'intéresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas nous, et je pense que ça c'est très sain, c'est un exercice qui permet de justement, quand notre matière c'est nous-mêmes, nos histoires, nos humeurs, nos contrariétés, de pouvoir s'intéresser à d'autres. Ça permet de s'oublier soi.
l'espace d'un instant, l'espace du montage de l'épisode, de réécouter la voix de l'autre. Et c'est très inspirant. Et moi, ça a été un exercice d'ouverture, de me forcer à continuer à lire, en fait, parce que parfois, je lis plus, tu vois, je suis juste devant des séries. Et le fait d'avoir des invités, c'est ce qui fait que je vais lire le bouquin d'une Ilana Weijman, je vais lire le bouquin d'une Titu Lecoq, et je vais me cultiver, je vais découvrir plein de monde. Ça va encore ouvrir ma curiosité. Je pense qu'aussi, j'avais une culture qui était très, très américaine, tu vois. Je regardais que des séries américaines, que les specials d'humoristes américains. Et voilà, ça m'a permis de retourner, de sortir voir des spectacles en France, de lire des livres écrits par des Français. Enfin voilà, de m'intéresser un peu à ce qui se passait dans ma génération. Et en plus de pouvoir, au travers de tes échanges, des fois tu pas tester du matériel de stand-up, mais tu échangeais sur des sujets, et ça y a des sujets dont tu as parlé dans certains épisodes qui se retrouvaient ensuite dans le spectacle. Ouais, tout à fait. Avec Ghislain Blic, on avait parlé des grosses bites, petites bites, un petit moment. Avec Tristan Lopin, on avait parlé de CUNY et de mecs défoncés, tu vois, donc des discussions. Les CUNY des gens sous, qui est surtout dans le nouveau spectacle. Exactement. Déjà, je me dirais si je dois couper ça. Mais... Ouais, c'est pas grave. Ça tease. C'est très drôle, ça. Ensuite, donc tu l'as dit, le 5 octobre 2019, tu joues la première de ton nouveau spectacle qui s'appelle Tenir debout à la petite loge, qui est complètement nouveau. Tu dis à 99%, il y a encore des petites blagues de l'ancien. Oui. C'est la première version du spectacle Rosa que j'ai eu l'occasion de voir en février dernier, dans lequel tu parles de un peu toute ta vie au final, de tout ton parcours amoureux. Moi, j'adore le passage avec le journal intime, où tu parles de ton premier amoureux, ce genre de choses. C'est très mignon, très personnel. J'adore ce moment-là. Ça, c'était ma première fois, le journal intime. Journal intime ? Ouais. Mais tu le finissais le spectacle à Lille avec ça ? Ça, c'était le mail. C'est le mail, pardon. Ah non, t'inquiète, parce que dans ma première fois, le premier spectacle, je lisais vraiment mon journal intime d'enfant. Okay. Et dans Tenir debout, qui est devenu Rosa, je lisais le mail. Ouais. Ça, j'avais beaucoup aimé, mais donc tu parles aussi de tes complexes, tu parles de tes looses avec les gars, tu parles de ta famille aussi beaucoup, quand même assez particulière de par ton père qui n'a pas d'humour. Ouais, en fait, dans ma première fois, je pense que le sujet c'était beaucoup la solitude, et que justement à la fin, avant de me lancer dans le stand-up et la fin de la période où j'étais sous anti-dep, j'avais fait aussi 2 ans d'abstinence, et en fait je relationnais plus avec les mecs. Donc en effet, le sujet c'était beaucoup la solitude, de me retrouver au téléphone avec un gars pour le service technique d'Apple et d'avoir l'impression d'être en couple parce que ça fait plus de 10 minutes qu'on se parle et qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas parlé depuis plus de 10 minutes avec un mec. Et ensuite, en fait, en me lançant dans le stand-up, en retrouvant confiance en moi, j'ai refait l'amour. J'ai eu à nouveau des relations sentimentales et des relations amoureuses. Enfin voilà, des histoires avec des mecs. Et le Tenir de Rosa, en fait, le dernier spectacle, je voulais aussi m'abîmer ou montrer une part d'ombre. Je voulais parler de ce que c'est que l'attirance pour les hommes mariés, parce que c'est un truc très tabou et très diabolisé. En fait, comment on se retrouve à être attiré par des mecs mariés. Je me disais, mais c'est pas possible, comment c'est horrible, ils sont pris, et puis c'est une trahison vis-à-vis de la femme, et parfois ils sont pères de famille. Et en fait, je me disais, oui, mais il faut en parler parce que c'est des histoires qu'on cache et dont on a honte, alors qu'on est beaucoup à les vivre. Et en fait, c'est pas tant qu'on est attiré parfois, c'est que c'est eux qui viennent nous pourchasser. Et c'est eux qui nous assomment de fausses promesses. Et donc, je voulais questionner ça au début, c'était mon point de départ. C'était de dire, mais ça, je l'ai jamais entendu, en fait, le fait d'avouer que tu as été l'amante d'hommes mariés, d'hommes plus âgés. Et donc, c'était ça aussi le sujet que je voulais creuser, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait d'avouer des trucs qu'on ne dira pas et de se mettre dans un rôle qui n'est pas le bon rôle, que je trouvais très intéressant. Aussi, tu dis des fois des choses par rapport à comment tu te sens. Genre, par exemple, c'est pas bien vu de dire qu'on a des complexes, parce qu'on devrait pas en avoir. Mais on sait qu'on devrait pas en avoir, mais on en a, c'est un fait. Moi, j'aimais beaucoup ça. Enfin, c'est une partie qui me touchait personnellement aussi. Mais voilà, il y a plein de choses dans ce spectacle. Et comme je disais, tous les trucs que tu pouvais pas dire. Et ce que j'aime bien, c'est que tu le fais vraiment sur tout. Genre, par exemple, quand on était à Lille, tu disais, vous avez remarqué que la salle, elle est pas remplie? Et j'étais là, bah non, en fait, personne l'avait remarqué, mais tu dis des trucs comme ça, où il y a le garde de sécurité qui te perturbait, et tu as commencé à discuter avec ça. Moi, je trouve ça génial parce qu'on voit qu'il n'y a pas de filtre. Et moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est que
c'est cru, quoi. Ouais, je devrais pas le dire, cela dit, parce que parfois, en effet, s'il manque de 3 sièges, etc., si c'est pas complet à 100%, en effet, les gens il en manquait pas beaucoup, hein, je précise. Non, mais les gens s'en rendent pas compte. T'es pas obligé d'allumer la lumière pour leur montrer les sièges manquants. Enfin, c'est débile. Je sais pas ça. Mais bon, en effet, ça, moi, j'ai bien aimé. Mais... Ouais, je pense que ça, là, c'est pour le coup, dans des moments-là, je pars un peu dans des trucs, tu sais, c'est quoi, là, l'humoriste fou? Donc, tu sais, il y a eu un documentaire, c'est Jim Carrey. Qui fait Andy Kaufman. Voilà, il va Andy Kaufman. Et c'est vrai qu'en fait, parfois, tu perds la notion du filtre. Et là, le fait d'avoir le videur qui était quasiment sur scène, qui devenait comme un personnage, eh ben, il fallait jouer avec et le faire exister. Le fait d'interagir parfois. Et en fait, je pense qu'il faut presque anticiper la violence des spectateurs en étant toi-même dans quelque chose de très à vif. Et puis, c'est vrai que je pense que comme je suis très sensible, je suis très heureuse quand c'est complet et j'ai très envie de l'annoncer et de le dire et de faire un visuel où il y a écrit complet. Et quand c'est pas 100% complet, je suis triste et donc résultat, je peux pas m'empêcher d'exprimer ma frustration sur scène, alors même que non seulement les spectateurs s'en sont pas rendus compte, et même que certains humoristes mettent complet quand même quand il y a pas beaucoup de place, tu vois, et que c'est pas grave. Et même ils font des vidéos où on a l'impression que c'est complet et ils cadrent de telle manière et voilà, et on dirait. Oui, moi ce que j'aimais là-dedans, c'est que ça cassait une barrière entre toi et nous. Oui, on était là, on l'a vu, c'est pas grave, on s'en fout. C'est très personnel, très toi. Oui. Ça j'aimais bien le côté. En fait, c'était dans le cas où les gens l'ont vu. En fait, c'est parce que je veux pas qu'il... Et pourtant, je suis du genre à regarder ça. Mais j'étais au premier rang aussi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'avais embêté que je m'étais mis au premier rang. Parce que je t'avais dit que je venais, je me suis vraiment mis au premier rang à rire très fort. Non, ça me faisait plaisir. Et j'avais oublié que c'était toi parce que parfois, tu oublies les visages de gens que tu connais, que tu as vus sur les réseaux. Tu t'es dans ton délire. Et donc, non, ça me faisait plaisir. Non, c'était une chouette soirée. Ça va. Mais donc, ce spectacle, tu l'as joué d'abord à la Petite Loge, puis après au Point Virgule, à la Grande Comédie de Paris, la Nouvelle Scène, où tu as commencé à partager beaucoup de moments d'interaction avec le public. C'était vraiment très chouette. Tu l'as joué en tournée partout en France, en Belgique, en Suisse, même en Espagne, en Allemagne, puis au Rosa Bonheur pour la captation, puis au Théâtre de l'Atelier, où tu avais joué 10 ans plus tôt. J'ai genre juste le mentionner parce que je trouve ça tellement stylé. À la Nouvelle Ève, et enfin, en apothéose à la Cigale. Est-ce que le spectacle, il a fonctionné partout, avec tous les publics? Ça marchait aussi bien en France que en Belgique, qu'en Suisse, parce que tu as quelque chose quand même qui est très parisien aussi, très français. Est-ce que ça s'exportait bien partout? Alors, en fait, le spectacle, il s'exporte très bien en Belgique, en Suisse, où tu vois devant des expats en Espagne ou en Allemagne, parce que ça reste des publics plutôt urbains, ça reste des villes. Là où ça va être plus difficile, c'est quand tu sors des grandes villes. Tu vois, par exemple, le spectacle, je vais pas ressentir de différence entre un public parisien ou un public de Toulouse, de Marseille, de Nantes. Enfin, il y aura des différences parce qu'ils ont quand même des personnalités, des traits, et c'est très sympathique. Mais dans le fait de recevoir les blagues, il y a pas. Par contre, si je l'ai joué à Royan. Oui, non, à Royan, c'est une ville très vieille et la moyenne d'âge, c'est vraiment 95 ans. Enfin, tu vois, vraiment. Et donc, les gens, ils étaient là dans le cadre d'un festival, mais pas spécialement pour me voir. J'espère que ça va bien se passer ce soir à Namur. J'espère que c'est pas des gens qui viennent pour le festival, mais qui ont aucune idée de ce que je fais. Et parce que... Ça reste une grande ville, Namur. Ouais. Après, c'est parce que moi, je suis pas de Bruxelles. Donc pour quelqu'un de Bruxelles, pour quelqu'un de Mons, Namur, c'est quand même déjà une grande ville. Ouais. Moi, j'ai joué hier à Namur. C'était très, très, très bien. Ok, c'est très, cool. Très chouette. Super généreux. Ouais, trop bien. En Belgique, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. En Belgique, au contraire, parfois ça se passe même mieux qu'en France. J'ai l'impression que le public belge aime les blagues parfois très trash, très osées, très noires. Toutes les blagues un peu sur la Seconde Guerre mondiale où tu peux sentir en France parfois des publics. Vraiment, en Belgique, là, l'un de mes meilleurs publics, c'est à Liège. Moi aussi. Vraiment, ils sont incroyables. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont filmé des spectacles à Liège parce que le public liégeois est connu pour être sonore, en fait. Ah ouais. Donc, s'ils aiment, ils veulent que tu le saches. Mais ils sont incroyables, les Liégeois. Même une fois, non seulement en plus, et ça peut paraître très commerçante, mais j'étais venue avec mes petits livres et ils les ont tous achetés à la sortie. Ils sont très... démonstratifs. Oui, démonstratifs. Ils veulent créer un lien. Alors, c'était, je pense, pour acheter un souvenir, quoi. Mais alors moi, après, j'avais joué aussi à Charleroi. Et c'était super. C'était trop bien, Charleroi. Arlon, pour le coup, un peu vieux.
Je me souviens qu'à Arlon, c'était un peu là, il avait fallu aller à leur rencontre. Mais Charleroi, c'était cool. Moi, j'avais complètement une fausse idée sur Charleroi. Je me disais, oh, mais Charleroi, c'est une petite ville bourgeoise. Et je voyais qu'ils ne pouvaient pas me contredire. Non, Charleroi, vraiment oui, pas. Oui, des public publics très ghetto. Ouais. Rien que dire cette phrase peut faire rire un public. Je pense. Ah bah, ils étaient morts de rire. J'arrêtais pas de leur dire, c'est tout mignon, Charleroi, c'est tout mignon. Ouais, non. Après, revenons en février 2020. Tu fais les premières parties au Théâtre de l'Œuvre de Marina Rollman, que tu aimes beaucoup. Après, t'es confiné chez toi parce que c'est mars 2020, donc comme tout le monde, t'es confiné à la maison. Tu commences à faire beaucoup de vidéos face cam. T'en as parlé tout à l'heure que tu avais aimé ça, que tu voudrais peut-être y retourner à un moment donné. Mais comment t'as vécu toute cette expérience du confinement, d'être privé de la scène, de vouloir exister encore, d'avoir un contact avec les gens? Ça m'a permis de justement investir les réseaux sociaux, ça m'a permis d'élargir mon public, de gagner un petit peu en abonnés, de faire monter. Je me souviens, j'avais l'objectif des 10K, j'étais là, à 10K je pourrais faire des swipe up, à 10K je pourrais faire des swipe up. J'étais obsédée par les 10K. Et donc, et c'est ce qui a permis que je passe de la petite loge au point virgule. Ça a été cette phase de transition des confinements et d'élargir le public. T'as vu, je fais des réponses courtes. Ouais, parce qu'il faut qu'on avance. Voilà, je le dis pour les auditeurs, je prends trop de temps dans mes questions, donc je vais avancer un petit peu. Désolé si ça va un peu plus vite pour la fin, mais on va passer les points moins principaux. C'est parce que je veux être exhaustif et dire tout, mais je peux pas. Donc en 2020, tu as l'émission On est en direct avec Laurent Ruquier. Tu partages une première captation sur la chaîne Teva. Tu lances ton propre plateau Les mecs que je veux ken à la Nouvelle Ève. En 2022, tu sors ton livre dont on a parlé tout à l'heure. Tu joues dans la série Scène de ménage. Tu commences à animer l'émission Orgasmique. En mars 2023, tu intègres enfin France Inter dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, tu sors un nouveau format de vidéo qui s'appelle L'un dans l'autre, dans lequel tu regardes des vidéos porno avec tes invités. On va pas s'étendre plus sur le sujet, mais vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Moi, j'ai beaucoup aimé pas mal d'épisodes. Le seul défaut de ce format, c'est que tu as dit qu'au final, on ne te parlait plus que de porno et plus que de cul. Ouais. Et c'est pour ça que tu as commencé à diminuer et à arrêter en fait ce format. Bah, c'était Rosa elle parle que de cul, Rosa elle parle que de cul. J'étais mais enfin, je veux dire, à travers le porno, c'est le prétexte pour parler de choses d'inconscient collectif raciste à travers le Big Black Cock. C'est pour parler de qu'est-ce qui se cache derrière nos fantasmes, pourquoi on va tel mot va être dans le moteur de recherche, qu'est-ce que ça raconte, voilà, de nos héritages postcolonialistes. Voilà, en fait, mais je voulais que ça reste divertissant. Et que de la discussion avec mes invités, en fait, voilà, chacun puisse déconstruire, voilà, son idée de la sexualité. Mais j'étais beaucoup, j'avais l'impression que c'était pas suffisamment estimé à sa juste valeur. Okay. Oui, parce que c'était un prétexte pour lancer sur des conversations, et en fait, on retenait, ils ont regardé un peu. Ouais, ils ont fait des blagues, ils ont parlé de bite. Voilà. Et parfois, oui aussi, mais pas que. Après, en juillet, tu viens jouer des 30-30 au Kings of Comedy Club à Bruxelles. À partir de septembre 2023, on te retrouve tous les jeudis dans le quotidien de Yann Barthès, où tu avais été invité avant. Comment tu arrives à allier tout ça? Parce qu'à un moment donné, tu faisais de la chronique, le spectacle, le podcast, la radio, les tournages. Voilà. Okay. J'y arrive pas, et d'ailleurs, il y a une chronique qui s'arrête, celle en télé. Okay. Voilà. Et aussi, les gens qui t'invitent dans leur podcast pour qu'ils te posent trop de questions, ce qui fait que tu vas être en retard pour ton taxi. Ça aussi, il faut le placer dans ton timing. Mais donc voilà, en 2024, on le rappelle, tu rodes ton nouveau spectacle. Ça a commencé au Cartel Comedy Club. Vous pouvez réserver les dates sur rosabernstein.fr. Je termine tous les podcasts avec 2 questions que j'aime beaucoup. C'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire du stand-up? Un petit détail, le Cartel c'est complet, mais j'annoncerai bientôt une prochaine salle parisienne, j'espère. Ce que j'aime le plus dans le stand-up, c'est connecter avec les gens. Ce que j'aime le moins, peut-être la cruauté parfois du milieu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? De continuer à rester proche de mes spectateurs, des auditeurs et auditrices du podcast, qui continuent à me faire confiance, à me suivre, à venir me voir, que tout ça grandisse, de rester saine d'esprit. Parfois, j'ai peut-être tendance à me comparer, à m'inquiéter, à me dire mais on est tellement nombreux, il y a tellement de nouvelles personnes qui arrivent et qui sont aussi forts, mais est-ce que je vais disparaître? Est-ce que ça y est? Est-ce que mon temps est fini? Puis en plus, j'ai beaucoup justement parlé de
du fait d'être célibataire. Alors, est-ce que maintenant que je suis en couple, je me suis beaucoup pris la tête aussi, justement, parce que moi, je regardais beaucoup Amy Schumer, et du moment, d'ailleurs, où elle a été maquée, où elle a eu un enfant, elle était plus au même endroit, c'était plus la Trainwreck qui raconte comment elle se saoule la gueule, et elle enchaîne et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vieillir dans le stand-up? Est-ce qu'on peut vieillir dans ces thèmes? Est-ce qu'on peut devenir plus mûr? Et voilà, donc parfois, on peut me souhaiter peut-être moins d'angoisse. Je te souhaite moins d'angoisse. Et on va faire un interview name dropping assez rapide. Je suis désolé parce que du coup, rapidement, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être pas l'humoriste que tu voulais aborder, mais c'est le premier en tout cas qui va popper dans ta tête. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Bah, j'hésite entre Alexandre Kominek et Pierre Thévenoud. On n'a pas le temps de choisir entre les deux. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Marina Rollman. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Blanche Gardin. L'humoriste qui pour toi joue le mieux? Celui qui vend le mieux ses blagues? La personne qui vend le mieux ses blagues? Sarah Silverman. Ok. Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Bah, je fais plein de découvertes. J'aime beaucoup Jesse. Okay. Il s'est lancé dans le stand-up il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est très fort, il me surprend, et toujours très, très marrant, et pareil, c'est très très bien écrit, très drôle. Qui a fait son premier Montreux il y a pas longtemps, tu avais partagé sur tes réseaux. Oui, je suis un stalker. Et je vais te demander de choisir entre deux humoristes. C'est horrible parce que tu n'as pas le temps de réfléchir pour le choix, je suis désolé. Donc, la personne qui te fait le plus rire entre les deux, c'est pas celui que tu préfères, c'est juste la personne qui va te faire un tout petit peu plus rire. D'accord. 1% de plus. L'autre est vraiment talentueux, j'ai pris que des gens que je trouve talentueux. Entre Taylor Tomlinson et Blanche Gardin. Oh, c'est dur, elles sont toutes les deux tellement fortes. Blanche Gardin. Entre Sarah Silverman et Louis C.K. Sarah Silverman. Entre Haroun et Marina Rollman. Marina Rollman. Entre Louis Chappet et Pierre Thévenoud. Oh non, je peux pas répondre. Non, c'est des copains, ils sont trop forts. Franchement, ils ont des styles tellement différents, c'est incomparable. Ça marche. C'est juste un prétexte pour donner des compliments à des gens. Ouais, ils sont trop forts. Entre Tristan Lopin et Tani. Oh, mais pareil, je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Pareil, ils sont très, très forts tous les deux, très différents dans des énergies, mais je les adore. En effet, c'est des copains, ils sont venus dans le podcast, et je ris pas aux mêmes choses pour chacun, et tous les deux, franchement, je kiffe. Entre Fanny Ruet et Morgane Cadignan. Mais pareil, mais comment veux-tu que je... Non, mais impossible. Le truc qui marche pas du tout. Non, c'est impossible, je suis désolée, les deux sont trop fortes, très très fortes, elles m'inspirent énormément. Alors je vais juste te demander, c'est la dernière question que je pose à chaque épisode, qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Qui est-ce que Louis Chappet, tu l'as déjà reçu? Oui. Ah oui. Oh bah tu vois, ça c'est un épisode que j'ai raté. Alors attends, peut-être avec Jesse, cela dit, si jamais t'as l'occasion. Ouais, il est vraiment très fort. Et d'ailleurs, dans les humoristes qu'on a cités, même Tani et Tristan Lopin aussi, ce serait chouette. Fanny Ruet, t'as déjà fait? Oui. Et Morgane Cadignan aussi, non? Pas encore. Ah, pas encore. Ah ouais, elle serait, je pense, très bonne cliente candidate. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Désolé de te mettre en retard comme je fais avec tous les invités. Je n'apprends absolument pas de mes erreurs. Mais merci d'avoir répondu à tout ça. Merci Régis, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.